Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. C'est le rendez-vous des glandules là ou quoi? 2,21 gigawatts. Vous aimez le cinéma? Une seule émission comptera pour vous, le Late Show. Et c'est maintenant. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Late Show, votre rendez-vous 100% pop culture de l'internet français. Bonsoir les glandus. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver autour de la table de Chemical Production, les amis. Ce soir, nous avons Gary. Bonsoir Gary. Hello. Nous avons Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Nous avons Ekichi. Bonsoir Ekichi. Bonsoir. Et nous avons Maxime. Bonsoir Maxime. Bien le bonsoir. C'est PPDA. Bien le bonsoir. Vous regardez de l'ancêtre d'internet. Salut à tous. Salut à tous. Au programme de cette émission, on va commencer par un petit tour de table justement sur les dernières recos que l'on a pu découvrir ou non. C'est pas forcément, on va dire, des choses qui sont récentes en termes de sortie, mais c'est juste, voilà, dernièrement on a découvert ça et donc on vous en parle 5 à 10 minutes, voilà, chacun. La deuxième partie de l'émission, ça sera le box-office sur le film Jeanne du Barry réalisé par Mai Wen. Ensuite, la troisième partie de l'émission, ça sera le box-office sur Air, réalisé par Ben Affleck. Et on terminera l'émission avec l'Izakaya de Ekichi. Toujours une chronique mystère. Est-ce que tu peux nous dire quelques bribes, quelques mots sur... Bon, alors cette fois, ce sera plus, on va dire, de la culture G, suivi de quelques petites recommandations de films et voilà, principalement de la culture G en rapport. On essaye toujours de trouver un petit rapport thématique avec le film de Jeanne du Barry. Voilà. Ok. Eh ben on est parti. Donc pour les recos, je vais demander tout simplement à Ekichi de commencer, de nous parler un petit peu de sa reco dernièrement, s'il a quelque chose à nous dire et à nous conseiller. Alors moi, en termes de films, je n'ai rien découvert récemment, hormis les films dont on va parler, ni redécouvert ou ni découvert des films anciens, mais je vais pas être original, je vais parler plutôt d'un jeu. On s'en doutait, je m'en doutais quand je vois, voilà, c'est ce qui m'est venu à la lecture du conducteur, donc de Zelda, Tears of the Kingdom, qui apparemment a pété les records de tous les jeux Zelda vendus. Il a atteint 10 millions en 3 jours, chose que par exemple le dernier jeu Harry Potter a atteint en 3 mois. D'accord. Et pourtant, okay. J'ai l'impression qu'il a fait énormément de bruit, le jeu Harry Potter. Ah oui, on va dire que ça a été quand même pendant plus d'une semaine. Il a été streamé, je veux dire, j'ai été bombardé. Et là, en 3 jours... Après, Tears of the Kingdom est énormément streamé également. Hein. Voilà, très certainement. Donc oui, j'ai l'impression que la communauté Zelda ou Nintendo est peut-être un peu plus discrète. Après, peut-être qu'il est... De toute façon, je me doute qu'il est énormément streamé aussi, mais j'ai moins l'impression d'être inondé d'actualité sur ce jeu, alors que pour Harry Potter, j'ai été... en tout cas, voilà, petite... Moi, je trouve que pas du tout. Je trouve que je suis surinondé. Hein. C'est clair, tu vas pas assez sur TikTok à mon avis, parce que non, il y en a que pour Tears of the Kingdom. Oui, après, non, oui, mais après, voilà, c'est... Voilà, petite... Et donc pourquoi en fait c'est ta reco? Est-ce que le jeu est bon? Le jeu est bon, alors moi j'en suis encore qu'au début, c'est la suite directe de Breath of the Wild. Donc c'est un Breath of the Wild mais en mieux forcément, donc pour l'instant c'est réussi et ça a l'air en tout cas de faire l'unanimité pour beaucoup en tout cas, que ce soit pour les jeux vidéo, enfin les pros jeux vidéo qui donnent leur avis ou les joueurs, donc ça a l'air en tout cas d'être la petite pépite du moment. Moi j'ai une question vis-à-vis de Tears of the Kingdom. Bon, je suis totalement hermétique à l'univers de Zelda, c'est pas un jeu qui m'intéresse, donc globalement c'est pas un jeu sur lequel j'irai, on va dire, tout de suite. Par contre, j'ai entendu dire comme quoi il y avait un système de création de véhicules dans celui-là. Est-ce que tu prends un plaisir à créer des véhicules au départ, ou est-ce que tu penses que ce système-là est très utile pour le gameplay d'un Zelda? Alors au début c'est surprenant. Après, donc moi encore une fois je suis qu'au début, j'ai pas encore optimisé, vu toutes les possibilités de ça, mais c'est surprenant, mais c'est cohérent avec ce qui nous est installé et je pense que c'est pour le côté fun en plus. Et je pense que c'est dû à l'arrivée... dans Breath of the Wild, ils avaient fait un DLC où il y avait une moto en forme de cheval. Et je pense que c'est ce genre de petit délire un peu loufoque, je pense, qui est apprécié, en tout cas, dans l'univers. D'accord, parce que, bon, déjà, Breath of the Wild, pour le terminer, on était quand même sur quelque chose d'énorme en termes d'heures de jeu. Est-ce que, justement, rajouter un hobby, à une sorte de créativité comme ça, avec ça, est-ce que c'est pas un petit peu pour rajouter des heures de jeu, alors qu'il est, à mon avis, il va déjà être très très long comme jeu? Oui, je pense, et c'est aussi pour peut-être rajouter comme on est sur exactement la même map,
je crois que c'est quelques années après, donc quasiment rien n'a changé. Il y a quelques évolutions, mais après on évolue aussi sur 3 plans. Donc maintenant on a aussi le plan céleste et le plan sous terre. Donc on a la map. Je pense pas qu'elle soit triplée. C'est plus des zones sous terre et des zones dans les airs. Mais je pense que c'est aussi pour ajouter ce côté pour combler l'ennui de redécouvrir une map qu'on connaît déjà finalement. Ok. D'accord, oui, bah ça là-dessus, le fait de rajouter les cieux et le côté sous terre, oui, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est intéressant. Surtout que tu pars du même matériau de base. C'est ça. Donc voilà. Donc Tears of the Kingdom pour toi, Kichi, c'est un sans faute. Ah bah oui, complètement. Ok. Bah merci pour cette recommandation. Je m'en doutais un petit peu qu'on allait en parler. Après, je suis pas très objectif, mais bon. Mais non, mais après c'est toujours intéressant d'en parler quand même avec passion. Surtout que on sait que t'es fan de l'univers de Zelda, donc franchement c'est cool. Maxime, t'as une petite reco à nous dire ou pas donc en termes de films, en termes de. Alors récemment, on aura parlé films dont on a déjà parlé dans les émissions précédentes. Oui. Non, pas plus que ça. Après, là, j'ai redécouvert. Un film qui est passé à la télé, tout simplement. Un film que moi j'aime bien re-regarder en fait quand il passe, c'est iRobot, qui est simple, qui était très rigolo à l'époque et qui a pas vraiment pris une ride parce que c'est toujours un petit peu dans le futur. Will Smith, c'est Will Smith, mais bon, on l'aime bien Will Smith. Il est plus trop à la cote depuis avec la claquouse. Depuis la petite claque, il est plus trop à la cote, mais c'est vrai que là il faisait un peu jeune, un peu musclé. Moi j'avais bien aimé dans ce rôle. On voit effectivement Shia LaBeouf aussi en second rôle. Ouais, c'est vrai que jeune. C'est un des premiers rôles de Shia LaBeouf qui était tout jeune. Et non, ce film il est bien. Voilà, l'histoire est sympa. Donc t'as revu iRobot? Oui, j'ai revu iRobot et à chaque fois qu'il passe, je me dis tiens pourquoi pas, parce que c'est un film où ça me rebute jamais de le voir. Voilà. Ok, donc un petit plaisir coupable limite. Comme beaucoup de films en fait. Voilà. Et la pub forcée pour Converse. Exactement. Non, il y a deux pubs, mais il y a forcément. Il y a l'Audi. Alors Audi. Il y a l'Audi. Non, mais finit un petit peu écrasé. La Audi n'existe toujours pas, tu vois. En revanche, c'était un concept car sur un petit peu l'Audi R8. Ouais. En revanche, enfin voilà. C'est un futuriste et le mec il a un collector des années 2000, tu sais, genre wink wink, achète ma merde. Voilà, je veux dire, bon, merci, bravo pour le foreshadowing vu qu'on va on va parler d'un film de R, voilà, c'est une partie. Oui, où il y a Converse dedans également. Exactement, voilà. Avec une petite subtilité à la fin bien placée, on va dire pour Converse, magnifique. Voilà, donc écoute, c'est pas vraiment une reco, mais bon voilà. Donc voilà, j'ai redécouvert un petit peu. Okay. Et j'ai plaisir à le redécouvrir. D'accord. Gary, est-ce que tu as un livre, quelque chose comme ça à nous conseiller? Un livre récemment? Oui, non, mais que tu as découvert, genre que tu kiffes, voilà, même que tu n'en as jamais parlé, c'est le moment, tu vois. Non, alors, si on parle de bouquins récemment, j'ai relu le Silmarillion. Ok. Et pour avoir des subtilités par rapport, on va dire, aux anneaux de pouvoir ou des choses comme ça, ou pas? Par rapport à là où il n'y a pas de subtilité, tu veux dire? Oui, voilà. Non, parce que là j'essaie de me faire un full Tolkien de tout ce livre, et je voulais recommencer le Silmarillion, tu vois. Parce que pour moi, c'est mon livre préféré, puis je pense que ça le restera de Tolkien, en tout cas. Gravé à jamais dans mon cœur. Donc voilà, le Silmarillion, voilà, et t'as pas genre un livre un peu plus récent que du Tolkien. Bon là, la fourchette est grande entre Tolkien et 2023. Voilà, genre que t'as kiffé, un truc dont t'as jamais pu parler dans l'émission. Alors récemment, peut-être que le jour on en parlera, mais j'ai fini la saga Téméraire il y a pas longtemps. Ok, Téméraire, oui. Je t'en ai déjà parlé. Beaucoup de fois, oui. Contexte France, Angleterre, Napoléon. Donc le monde est peuplé de dragons. Donc voilà, dans les armées, t'as des dragonniers. Voilà. Ça change de l'Heroic Fantasy. C'est l'Heroic Fantasy, mais dans notre monde à nous. Ouais, mais je veux dire du Moyen-Âge, qu'en général les dragons s'associent vraiment au Moyen-Âge, l'Antiquité. Oui. Ça. Là, ça change d'époque, ça peut être intéressant. C'est ça. Ouais, carrément, l'introduire à l'Empire napoléonien, ça peut être cool en vrai. Voilà. Surtout avec l'époque victorienne aussi anglaise, non? C'est plus loin, non? Ou c'est la même époque? Non, c'est vraiment Napoléon. C'est Napoléon et empereur. Ok, d'accord. Voilà, et du coup, dans le livre, il y a une description de Paris, mais peuplé Champs-Élysées, mais fait pour les dragons, tu vois. C'est marrant, tu vois. Est-ce que Napoléon chevauche un dragon? Je crois pas. Si. Napoléon est un Targaryen. Belle image. Ok. Voilà. Donc, et en livre, c'est ça. Et t'avais un film à nous parler? Un film ou une série?
Bah, film, récemment, il y a eu Les Gardiens, mais on en a déjà parlé. On en a déjà parlé, exactement. Ça, mais t'as pas pu en parler. Voilà. Donc, mais toi, t'as bien aimé. Ah oui, Les Gardiens, j'ai beaucoup aimé. C'est ce film qui est un peu réconcilié avec ces personnages. Le MCU. Et le MCU un peu aussi. Ok. Bon. Ok. Et toi, mon Jérôme, est-ce que tu as des petites recos pour nos chers auditeurs qui nous écoutent? Petite reco, oui. Alors, si vous ennuyez sur Netflix et que vous n'êtes jamais tombé dessus, matez BoJack Horseman. Voilà, surtout si vous êtes un peu prompt à la dépression, vous allez beaucoup vous retrouver dans le personnage principal. Et ça fait beaucoup de bien, en fait. Ça aide à se détacher et à se dire que rien n'a d'importance, puisque le personnage s'en bat royalement les couilles, mais il apprend à choisir ce qui l'affecte réellement. Voilà, et puis la galerie de personnages, elle est terrible. Dans le doublage, dans le doublage d'origine. Alors moi je les mate en français parce que la VF elle est terrible, mais en VO il y a donc l'interprète de Jesse Pinkman, c'est ça, Aaron Paul qui fait donc le mec qui squatte le canapé de BoJack Horseman. Enfin voilà, ce qui est Todd qui est complètement lunaire comme personnage. Voilà, donc ça vraiment vachement bien. Et puis pareil, il y a je sais plus comment elle s'appelle, une actrice qui était dans Community, qui fait Alison Brie. Voilà, Alison Brie, et c'est elle qui fait le personnage de Diane en VO. Voilà. Ok. Alison Brie qui est la femme en fait du frère de James Franco, Dave Franco. Ok. Voilà. Donc pour à petite anecdote. Voilà, merci pour les accouplements. Bah oui, non, mais c'est important. C'est important. People, c'est intéressant. C'est important et puis surtout que ça parle de ça, BoJack Horseman. Totalement. Tu suis un acteur qui a eu une carrière dans les années 80-90, qui était dans une sitcom, et puis depuis rien, et c'est juste la dépression, et il passe ses journées à picoler, et t'as son agent qui est terrible et qui essaye absolument de le sortir d'où il est, etc. Enfin, c'est un personnage horrible qui est entouré de personnes merveilleuses et qui les mérite pas, et qui va à mesure des saisons finalement les mériter réellement. Non, en vrai, c'est très très cool, hein, BoJack Horseman. Donc, voilà. Puis le format est plutôt court, en vrai, c'est des épisodes de 20 minutes. Hein. Exactement. Et puis, voilà. Bon, et la galerie de personnages est terrible, tu vois. Spéciale dédicace à Mr. Peanut Butter, que je déteste, parce que c'est pas possible d'être joyeux et gentil comme ça tout le temps. C'est un chien, Mr. Peanut Butter. Oui, Mr. Peanut Butter, c'est typiquement le nom que tu donnes à ton Labrador Golden Retriever. Quand t'es chez les ricains, j'imagine. Et donc voilà, c'est exactement ça, c'est le bon Labrador gentil. C'est ça. Il est horrible. Sinon, en autre co, pareil, je suis dans les trucs un peu vieux, parce que c'est un jeu qui est de 2016, si je ne m'abuse. Je viens de tomber dans Stardew Valley. Alors, waouh! Alors là, je connais pas. Alors, Stardew Valley, c'est un jeu où vous ouvrez la lettre un jour de votre grand-père qui vous a écrit sur son lit de mort, alors que vous êtes à la limite du burn-out dans votre entreprise. Et donc, c'est là qu'il vous dit qu'il vous a légué sa ferme et que vous allez pouvoir aller à Stardew Valley et planter des choux. Voilà. À la mode de chez nous. Voilà. Et donc, le jeu s'organise en fait, tu as toute une journée avec donc le jour, la nuit, etc. Tu as une jauge de fatigue. Et puis, tu dois faire tes trucs. Et puis, tu dois te lier d'amitié avec les gens du village, etc. Machin chose. Bref, c'est super calme. Alors, c'est pas censé être très productiviste, sauf qu'arrivé à un moment, faut quand même faire de la thune si tu veux avancer. Donc du coup, c'est toi qui fais ton choix. Soit tu fais de la monoculture à fond et puis tu te fais plein de blé, ou alors, tu peux faire plein de trucs. C'est très très calme, c'est plutôt reposant, je trouve, comme jeu. Par contre, c'est très chronophage, parce que j'ai commencé, je sais pas moi, il y a même pas une semaine, je dois être déjà à 90 heures de jeu. Wow. Bref. Je me disais que tu avais des yeux fatigués, mais ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute. Hein. Donc voilà, Stardew Valley, franchement très très bien. En plus, c'est dispo, mais surtout, je crois, vous pouvez même y jouer sur téléphone portable maintenant. Ok, d'accord. Écoute, super reco. Alors, je ne connaissais pas du tout. Oui. Pour ma reco, moi, les amis, j'avais envie de vous parler d'une série que j'ai découvert parce que maintenant sur Canal+, il y a Apple TV+. Donc, pour ceux qui avaient
la frustration de se dire putain merde, Apple il commence à faire des bonne prod. Je pense à la série Liaison, donc avec Eva Green et Vincent Cassel. Je pense à la série Si, qui est avec Jason Momoa, qui était d'ailleurs une des séries vitrines de la plateforme Apple. Il y a le film Tetris, donc qui est sorti dernièrement, donc avec Taron Egerton. Et là, en fait, je ne savais pas, mais Apple TV+, c'est le distributeur de Ted Lasso. Ted Lasso, qui est une série aux États-Unis qui doit être distribuée par HBO et Warner au vu du shop qui les propose le merch de Ted Lasso. Pour vous expliquer un petit peu le contexte de Ted Lasso, c'est tout simplement en fait un entraîneur de football américain qui va être muté en Angleterre pour entraîner une équipe de foot, mais soccer, donc du football comme nous on le connaît en Europe. Et donc il arrive et il va se rencontrer à des difficultés que lui aux États-Unis ils n'avaient pas en fait, voilà, et il va se retrouver avec une équipe qui est directement en première ligue, donc en équipe donc très très haut niveau, et ça se passe pas comme prévu de base, et c'est super bien. Moi, ce que j'aime dans cette série, c'est surtout le sentiment de good vibe. En fait, il est toujours de bonne humeur de Ted Lasso. C'est une série qui t'aide limite un peu à aller mieux. T'es un peu down, tout ça. Tu regardes ça, t'as le sourire à chaque fin d'épisode. Malgré qu'il y ait des passages un petit peu dramaturge quand même, parce que il se passe des choses pas sympas dans sa vie à Ted, mais justement il relativise tout le temps, etc. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir des séries qui te montrent un petit peu la voie pour bien relativiser un petit peu sur finalement les problèmes que tu es confronté au boulot et les problèmes personnels. Voilà. Franchement, Ted Lasso, je vous recommande sincèrement si vous n'avez pas déjà regardé en tout cas. Moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps. En une après-midi, j'ai claqué la saison 1 parce que c'est du format qui est très très court. C'est entre 25 et 30 minutes l'épisode. Ça me rappelle un petit peu le format de Entourage, on va dire, qui était aussi une série qui au début est très good vibe et finalement devient un peu plus sombre sur la fin avec un destin un petit peu brisé d'un acteur. Ah, Mark Wahlberg. C'est produit par Mark Wahlberg, voilà. Mais c'était un peu son histoire. Oui, au départ, en fait, c'est inspiré de Mark Wahlberg, un peu ce qu'il a vécu à Hollywood, etc. Entourage, mais sinon, l'acteur, c'est Vincent Chase, voilà, qu'on suit. D'ailleurs, super série Entourage, hein, pareil, hein, c'est une belle reco, mais c'est une reco un petit peu plus vieux, parce que je crois que le dernier épisode a été diffusé dans les années 2010, je dirais 2014, un truc comme ça. Donc voilà, il y a 8 saisons, c'est très court aussi, 30 minutes, ça se mange très très bien. Et il y a eu un film. Donc voilà, moi franchement, Ted Lasso, je vous recommande fortement de regarder. Et je pense pas que tu l'aies vu, mais il y a une nouvelle série de science-fiction qui est sortie sur Apple TV+, Gary, je pense qu'elle devrait te brancher, c'est Silo. Et apparemment, tout le monde en parle et c'est vraiment pas mal. Voilà, j'ai pas encore regardé les 2 premiers épisodes parce que j'ai préféré me concentrer sur la série qui a sur Amazon Prime des frères Russo qui s'appelle Citadel. Voilà, donc c'est actuellement la série la 2e plus chère du monde. Voilà, juste après Le Seigneur des Anneaux. Donc Amazon a les 2 séries les plus chères qui a été produite. C'est les frères Russo qui est derrière, donc réalisateur de Endgame, Captain America, Civil War et tout ça. Et c'est l'histoire en fait d'une agence d'agents secrets qui protège le monde face à une autre agence, on va dire, qui veut détruire le monde. Et au début de la saison, Citadel, qui est l'agence des gentils, se fait détruire. Et donc ils mettent en place un plan pour que les agents perdent la mémoire et retournent à leur vie classique. Mais les méchants, bien entendu, reviennent pour récupérer une mallette avec tous les codes nucléaires. C'est vraiment très simple, vraiment, c'est vraiment très. Ça peut être intéressant. Les méchants, les gentils. Hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment les méchants, les gentils. Les méchants, ils veulent les codes nucléaires pour faire péter le monde. Tu vois, vraiment, c'est exactement ça. Mais par contre, franchement, c'est super bien réalisé. L'intro de la série, c'est toute une bataille dans un train, train un peu futuriste en Italie. Avec des baies vitrées partout, ça se frite la tête. Franchement, c'est très bien chorégraphié. L'acteur principal, c'est Richard Madden, donc Robb Stark. Voilà. Et donc, on a aussi l'actrice principale qui est Priyanka Chopra Jonas. Voilà. Donc voilà. Citadel et Ted Lasso, moi, c'est les 2 derniers trucs que j'ai découverts dernièrement. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Oui. Très bref, moi hier soir je me suis regardé Prisoners, petite soirée télé, donc que j'avais pas revu depuis le cinéma. J'avais été le voir au cinéma, je ne l'avais pas revu depuis. Donc très bon film avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Ouais, carrément. En plus, alors,
je suis très agréablement surpris que tu sortes, on va dire, Prisoners comme référence que tu avais déjà vu, parce que c'est un film de Denis Villeneuve, voilà, et je sais que t'étais pas trop attaché. Dune, tu l'as vu je sais pas si tu avais été voir Dune l'année dernière quand il était sorti. Toujours pas vu. Bah, c'est le même réal, hein. D'accord. Ouais, Dune, c'est le même réal. Et franchement, depuis qu'il a fait Prisoners, bon, il a un peu explosé. Il a fait des films incroyables comme Premier Contact. Il a fait des films comme Blade Runner 2049. La Dune, et puis Dune 2 là, qui va sortir là, au mois de novembre là, avec cette bande-annonce. Dune, Dune, franchement, c'était une grosse claque, un truc de fou, hein, franchement, rien à dire, hein, sur Dune. Voilà, autre chose à rajouter? Il n'y a que le cut de fin sur Dune. Le cut de fin, je me rappelle le cut même de plus. fin, c'était trop bizarre. En fait, tu t'attends pas à ce que ce soit la fin du film. Ouais. Tu te dis, il va se passer un. Vraiment la même sensation que dans les Trois Mousquetaires. Oh non, merde, putain. C'est quand tu fais une saga, ouais, des fois ça se termine. Mais des fois un peu non, mais le cut était vraiment trop bizarre. Enfin, voilà. Beaucoup en ont parlé sur internet que, en gros, tout le monde aurait arrêté le film, genre 2 ou 3 minutes plus tôt. D'accord. Là, c'est vraiment trop bizarre, quoi. Putain, faudrait que je le revoie. De toute façon, j'ai envie de le revoir. Il faut que je le vois. Oui, il faut que tu le vois. Oui. Ah oui, il faut que tu le vois, absolument. déjà, et toi qui es ultra fan de ça en plus, ce genre de un peu d'univers science-fiction et tout. Est-ce qu'en regardant le film sans connaître l'univers, on peut rentrer dedans tranquille, se faire. C'est hyper pédagogique. Par contre, on t'apprend. En vrai, moi, il a fallu le regarder 2 fois pour bien comprendre. Moi, franchement, pareil. Mais celui de Lynch, c'était pareil. Peut-être. Je l'ai pas vu l'ancien, mais même le nouveau. C'était pareil. Enfin, si tu voulais vraiment comprendre qui était qui par rapport à quoi, etc. C'est qui les espèces de trous du cul qui crachent de la vapeur, etc. Enfin, alors, oui, t'as besoin. J'ai énorme comme univers à. Ah bah oui, c'est pas. Ouais, mais c'est pas péjoratif. Ah non, mais carrément pas. Évidemment, ouais. Voilà. Moi, celui de Lynch, il m'avait fait peur parce que, enfin, il m'avait fait peur. Sur la jaquette, il y avait écrit. Jérôme qui a le mieux cerveau que qui Star Wars, tu vois. Ah ouais, non mais alors. Et à chaque fois, je coupais la cassette au moment où ils se battent avec leur espèce de les combinaisons et les dagues en polygone là. Ouais. Là, j'ai fait non, mais c'est pas possible. C'est mieux que Star Wars. T'as déjà vu un sabre laser dans ta vie ou pas? Bref. Non, en vrai, j'ai potentiellement une alternative pour comprendre un petit peu Dune. Je proposerais aux gens de s'intéresser d'abord dans un premier temps à l'univers de Dune avec un documentaire qui s'appelle Jodorowsky Dunes, donc qui retrace globalement ce que aurait pu être le film de Jodorowsky s'il avait réussi à faire ce Dune qui était titanesque, un storyboard de plus de 1400 pages, un truc de malade, mais genre il y a 3 volumes déjà dans le monde, il y a que 3 storyboards qui existent. Il y a celui qu'il a, lui, genre il y a celui qui l'a dessiné, d'ailleurs c'est dessiné par le... Giger. Alors Giger a bossé dessus, mais par contre le mec qui a dessiné le storyboard, c'est celui qui a fait les... Metal Hurlant Chronicle. D'accord. Le mec qui a dessiné Metal Hurlant, donc le dessinateur français qui est à l'origine, on va dire, de l'inspiration de Besson pour le 5e élément, bah c'est lui globalement qui a fait ça. Mobius. Ouais, ça doit être ça. Hein. Et Jean Giraud dit Mobius. Et voilà. Et il y a un 3e, c'est aux producteurs. Et en fait, les producteurs, quand ils ont vu le boulot que c'était trop pour l'époque en fait, et c'était trop gros. Genre, il avait prévu que chaque planète de Dune avait son thème musical avec son groupe différent, genre Aerosmith qui devait faire une musique pour une planète, un autre groupe qui devait faire genre Pink Floyd pour une autre, etc. Bref, c'était un truc mais colossal. Et vraiment, ça explique bien justement les différents niveaux, les différents mondes, les différentes planètes. Donc tu pourrais commencer en fait par regarder le documentaire et ensuite aller sur celui de Denis Villeneuve, qui est par contre, contrairement à celui de Jodorowsky où c'est un peu extravagant, très artistique, tu sais, un petit peu art à la Picasso, art un petit peu aussi à la Dali, tu sais, très extravagant, très coloré, tout ça. Là, Denis Villeneuve, on est sur de l'architecture qui est très brute, très carrée, très géométrique, quoi. Ouais, mais après, il y a un gros travail sur le clair-obscur, etc. Exactement. Par contre, en termes de lumière, c'est fou. Hein. Il est ouf. Hein. Ah ouais, mais de fou. Puis même Hans Zimmer qui compose la musique du film, c'est une masterclass. Franchement, c'est une masterclass. Donc voilà quoi. Donc Dune, voilà l'alternative. Et puis de toute façon, on se retrouvera donc en novembre pour parler de Dune de Denis Villeneuve. C'est sûr et certain. Écoutez les amis, merci pour ces premières petites recos. Je vous propose qu'on passe donc à la deuxième partie de l'émission, qui est donc le box-office sur Jeanne du Barry. Générique. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou.
l'agent spécial d'Oufy. Tu n'es qu'un jouet! Jeanne du Barry, réalisé par Maïwenn. Tout de suite, extrait audio. Je vous aime. Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. Le roi a d'autres maîtresses. T'es en train de découvrir le côté sombre du roi. Vous êtes sans danger, madame. Donc, Jeanne du Barry, les amis, film d'ouverture du Festival de Cannes 2023. Dans le rôle de Louis XV, nous retrouvons Johnny Depp. Dans le rôle de Jeanne du Barry, nous retrouvons donc Maïwenn. Et il y a une belle panoplie d'acteurs. On retrouve Melvin Poupeau, on retrouve Pierre Richard. Bref, il y a un acteur que j'ai beaucoup aimé dans le film, mais je n'ai plus son nom. C'est tout simplement l'homme du roi, celui qui fait la board. Ouais. Moi, je l'ai trouvé exceptionnel aussi. Ouais, je l'ai trouvé incroyable, lui. Hein. En plus, il ressemble aux peintures qu'on faisait de. Alors, ça doit être Rousseau. D'époque. Moi, ça m'a tué le fait qu'il ressemble à ce point. Ouais, mais franchement, j'aime beaucoup cet acteur. Je suis désolé, Mistake, si tu veux bien dire son nom, ça serait super. Benjamin Lavergne. Donc voilà. On va commencer, Gary, tu l'as vu hier soir, je crois que tu étais dans la même séance que Ikichi, si je ne m'abuse. Il est vrai. Voilà, mon petit doigt qui me l'a dit, c'est faux. Voilà, alors un petit synopsis, qui veut faire un petit synopsis? Jérôme, j'aime bien tes synopsis, moi. J'aime bien tes synopsis, Jérôme, surtout qu'en plus là c'est un peu historique, etc. Donc je sais que tu vas bien le raconter, quoi. D'accord, ok. Bien, on se retrouve dans une époque pré-révolutionnaire où on retrouve une gamine qui est une roturière et qui a pas de père, etc. Bref, elle risque d'avoir un destin tout pété. Or donc sa mère arrive à la mettre à l'abri puisque elle devient dame de compagnie des bonnes personnes, etc. Ces bonnes personnes s'occupent de la gamine et lui offrent une éducation. Et puis donc ça va l'amener jusqu'à être courtisane et au plus haut point puisqu'elle va devenir la courtisane du roi de France. La favorite. La favorite. Exactement, voilà, la favorite de Louis XV. Donc un destin, on va dire, tu sais, qui monte en palier. Déjà, moi, ce que je vais dire tout de suite sur ce film, après je vous donnerai la parole. J'ai beaucoup aimé la narration qui est utilisée, donc avec un narrateur. Je trouve que Maïwenn, par contre, utilise énormément, un petit peu trop potentiellement, les fondus en mode nanana fondu. Tu vois, nanana fondu. Mais j'ai bien aimé que ce soit raconté, en fait. J'ai bien aimé. Je trouve que ça m'a plus aidé à rentrer dans le personnage, et comme ça, je trouve qu'on a une belle panoplie de sa vie. Donnez-nous un peu votre avis sur le film. Gary, qu'est-ce que tu as pensé de Jeanne du Barry ? Alors, Jeanne du Barry, j'ai beaucoup aimé d'un premier point le contexte historique, roi de France, tout ça, c'est très intéressant pour moi. Ok. Et j'ai vraiment adoré Johnny Depp dans ce rôle. Le côté qui parle français, je trouve ça incroyable dans le film. Oui, c'est vrai que l'intégralité qu'il est tourné en français, c'est une belle performance. On va en parler tout de suite. Est-ce que vous, l'accent anglais pour Louis XV vous a gêné? Donc Gary, non, pas du tout, je pense pas. Non, on l'entend un petit peu, mais en vrai, légèrement, léger quand même. Après, est-ce que toi, ça t'a gêné? Non, j'ai même été surpris qu'il parle. Après, j'imagine qu'il parle bien français. Voilà, il a une femme française, il a des résidences en France, donc on sait qu'il aime la France, mais je savais pas, je ne l'avais jamais entendu, ou ni dans une vidéo, ni dans un film, parler français, et j'étais agréablement surpris de sa prestation, hein, franchement. Ouais. Jérôme? Toi, ça t'a gêné? Non, moi, ça m'a pas gêné, d'autant plus que son accent américain, on l'entend pas tant que ça. Mais ça, c'est l'intelligence des lignes qui lui ont été faites, puisque c'est toujours des phrases très courtes. Donc ça évite justement qu'il y ait des problèmes de locution, je pense. Ce qui est fou, c'est que sa vraie voix en français est très proche finalement de la voix de son doubleur français. Bruno Choël, voilà. Qu'on salue. Et je trouve, il y a quelque chose dans le timbre qui fait que c'est quand même très proche.
Et ça, c'est à saluer. Je suis d'accord, c'est là que tu sens quand même que les directeurs artistiques qui ont choisi Bruno Choel déjà de base pour le doubler sur les premiers rôles qu'il a fait, Johnny Depp, ils avaient vraiment bien tablé. Bruno, c'est un acteur qui est vraiment formidable. On le retrouve sur Ewan McGregor et tout ça, donc franchement, c'est quelqu'un qui est déjà de base très gentil, et en plus de ça, il est vraiment très talentueux, très généreux, on va dire, quand il donne entre guillemets des choses. Vous savez, je veux dire, il est pas là à rechigner pour refaire des répliques, des choses comme ça. Franchement, c'est quelqu'un qui est très 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 sympathique. D'ailleurs, anecdote, on va en reparler de Bruno, puisqu'il il double Jason Bateman en fait dans R. Voilà, donc on peut le retrouver dans les deux films. Continue un petit peu ton avis, Gary, sur Jeanne du Barry. Donc Johnny Depp. Et on a déjà évoqué d'autres acteurs aussi qui sont très bons dans le film. Alors le mec qui joue Laborde, donc voilà. Benjamin Lavergne. Ah, extraordinaire, j'ai beaucoup aimé Melvin Poupeau aussi, celui qui joue Jean du Barry, que j'ai beaucoup apprécié. Alors Melvin Poupeau, je sais pas si vous l'avez déjà vu dans d'autres films, mais globalement c'est lui qui crève l'écran dans le Lucky Luke de James Hunt, puisqu'il joue pas Jesse James. Un des trois, tu sais, il y a Jesse James, Billy the Kid et c'est peut-être Jesse James parce que si, c'est Jesse James, parce que Billy the Kid c'est Michael Youn. Ouais, c'est Michael Youn. Billy the Kid c'est Michael Youn, mais c'est Calamity Jane que joue Sylvie Testu. Ah oui. Donc voilà. Donc donc il joue Jesse James, voilà. Donc Melvin Poupeau, et c'est lui qui fait les fameuses tirades de théâtre de Hamlet, voilà. Donc c'est lui. Et puis on le retrouve dans Speed Racer, il fait un des commentateurs. Voilà, anecdote comme ça, il a joué pour les Wachowski, voilà. Donc voilà, Melvin Poupeau, top. Voilà, c'est lui l'homme du roi ou c'est... Non, c'est Laborde, mais je ne sais plus qui c'est l'acteur. Benjamin Lavergne. Cet acteur, l'homme du roi, lorsque le roi meurt, il est vraiment anéanti, et quand tu regardes le film, tu ressens vraiment de l'empathie pour ce personnage. Tandis que tout le reste de la famille royale, il faut aussi tomber dans les pommes. Il est très attachant en fait. Ouais, il est très attachant. Non, puis c'est des clowns les autres. Enfin, c'est vrai, c'est des clowns. Les gamines, t'as envie de leur foutre des tartes. H24. Puis avec leurs dents jaunes, elles sont horribles. Franchement, elles sont moches. On aurait dit les frangines, enfin les sœurs de Cendrillon, tu vois. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Moi, je les voyais se couper les pieds pour rentrer dans une chaussure, tu vois. Non, mais franchement là-dessus, ouais. Pas la version Disney, ça. C'est la vraie version, ça. Oui, ça c'est la vraie version. Ouais, on est d'accord. Hein. Mais non, franchement, par rapport à Jeanne du Barry, j'aime bien ce que tu aies parlé de ça, justement le fait que lui, l'homme du roi, donc il vient de perdre, on va dire, un ami. C'est plus que c'est pas qu'un roi, il a perdu son ami. Il souffle la bougie. Là, il y a un mec qui est à côté qui fait le roi est mort. Il retire son chapeau. Vive le roi, il remet le chapeau. Tout le monde est déjà ultra focus avec le nouveau roi. Je dis, mais putain, que ça doit être triste. En vrai, non, mais la tristesse de la chose, quoi. Tu vois, tu fais putain. Donc voilà. Ça, de très beaux costumes aussi. Il y a un gros travail dessus. Costume, voilà, le décor est magnifique puisque c'est Versailles, on peut pas dire le contraire, hein. Là ils ont tourné à Versailles, la galerie des glaces, tout ça, voilà. T'en prends plein les yeux. Donc voilà, un très bon film, même si moi de mon côté l'histoire en soi, l'histoire de Jeanne du Barry ne m'intéressait personnellement pas beaucoup, mais à part ça le film il est très bien. Ok. Ouais. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il a eu une standing ovation à Cannes. 7 minutes de standing ovation, peut-être un peu trop, les amis, mais voilà quoi. Ok, donc t'as passé quand même un bon moment devant le film, alors que de base l'histoire t'intéressait pas. Et Kichi, un petit peu ton avis sur Jeanne du Barry. Eh bien, pareil, très bonne surprise, très bon film, des décors magnifiques. Je trouve alors je sais pas, je vais pas dire qu'on s'améliore, mais on fait des films de mieux en mieux. On a les Trois Mousquetaires dernièrement qui étaient magnifiques. Là, puis les films historiques comme ça, j'ai l'impression qu'on maîtrise assez bien. Quand c'est notre histoire, etc. C'est assez bien. Voilà, Johnny Depp très bien dans le rôle, même si il parle peu, mais sa prestance fait que non, franchement c'est. Ah bah il y a une scène où la prestance suffit. Hein. Oui. Là où il va devant sa fille. Oui, ouais, il parle pas. Il parle pas. Absolument rien. Il ne dit pas un mot. Ouais, juste son visage suffit pour dire. J'ai envie de te démonter, mais je le ferai pas, quoi, tu vois. C'est ça. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout Mai Wen, ni en tant qu'actrice, ni en tant que réalisatrice, mais pareil, très bonne performance. Après, j'ai vu quelques polémiques. Il y a des acteurs français qui boycottent, qui disent qu'ils ne méritaient pas l'ouverture du festival parce que Johnny Depp l'a fait, et puis que Mai Wen apparemment a des anciennes affaires aussi au cul, je sais pas quoi.
Ça, Maïwenn est associé, on va dire, à Luc Besson. Luc Besson qui a énormément de casseroles au cul. Oui. C'est son ex-mari. C'est son ex-mari. Ils se sont mis ensemble. Elle était mineure, si je me trompe pas. Ils se sont mariés. Elle avait 18 ans. Je vois pas ce que tu dis. Oui, mais ils se sont mis ensemble, on va dire, sur les tournages. On va dire, c'était un petit peu, on va dire, flou. Entre guillemets, je crois qu'ils ont eu un enfant ensemble. Donc voilà, et c'est vrai que ça a fait énormément de polémique. Et il y a aussi un autre truc qui ne plaît pas non plus à la majorité des journalistes, etc. C'est que Maïwenn est plutôt référencée comme anti-féministe. Voilà, et d'ailleurs ça se ressent dans son film, on va dire, il qui manque énormément de sororité un petit peu quand même. Donc voilà, je pense que ça peut aussi jouer vis-à-vis des journalistes. En tout cas, apparemment le public qui était dans la salle de la Croisette a dû apprécier pour faire une standing ovation de 7 minutes. Tu te forces pas quand même. Donc voilà quoi. J'ai vu ça dans l'actu, voilà, après est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est pour dire machin, quand t'as des casseroles, t'as pas le droit de. La frontière est toujours mince entre l'homme et l'acteur ou l'actrice. Donc. Après, je sais qu'il y a eu aussi pas mal de rumeurs sur ce tournage, comme quoi ça s'est très mal passé. Maïwenn apparemment est revenue dessus sur une interview qu'elle a fait pour Canal, ça doit être en aparté ou un truc comme ça, comme quoi elle a défendu Johnny Depp en disant Johnny Depp n'a pas été exécrable sur le tournage et tout ça. Donc elle a pris un peu sa défense. Moi, des échos que j'ai entendus, je peux vous dire qu'apparemment, il a fait un peu sa star américaine quand même aussi. Donc, il a fait des petites dingueries, on va dire quand même. Hein, je sais pas, je l'ai entendu parler de lui en disant que c'était un animal et qu'il arrivait tous les matins sur le plateau avec une humeur différente de la veille. Mais je veux dire, c'est humain ça. Bah oui, mais bon, quand t'es confronté, en tout cas, entre guillemets, dans le milieu du travail, je pense que vous, derrière vous, personnes qui nous écoutez, vous travaillez, je pense que vous travaillez aussi avec des personnes que l'on peut classer lunatiques de base, tu sais, en mode aujourd'hui ça va, demain on sait pas comment ça sera fait. Peut-être que là Johnny Depp sortait quand même de 2 procès très médiatisés, à mon avis extrêmement fatigué, donc potentiellement ça peut jouer sur son moral. Et ouais, c'est vrai, l'argument de Maïwenn est très vrai aussi. C'est vrai que bon, elle utilise le terme en mode quand je reçois un recommandé, je suis un peu noué. Voilà, là tu sors de 2 procès, on va dire potentiellement Hollywood t'a blacklisté de tout. Voilà, là tu essayes de redorer ton image. Bon, il a été finalement acquitté de tout ça, en tout cas juridiquement parlant, peut-être pas encore auprès de tout le monde à Hollywood, mais bon, on est sur de bonnes voies et potentiellement, écoutez, on verra si Disney retravaille avec lui pour les Pirates des Caraïbes. En tout cas, on en parle vite fait. Le Pirate des Caraïbes avec Margot Robbie est officiellement annulé. Ouais, j'ai vu ça. Voilà, ce film ne se fera jamais. Donc voilà, Disney préfère garder son argent, on va dire, plutôt que de faire un reboot. Et puis arrêter de laisser Pirates des Caraïbes tranquille, peut-être. C'est peut-être pas plus mal, oui. Ah oui, carrément, je suis d'accord. Franchement. Je suis d'accord. Avec le 5, c'est quand même. Le 5, c'était vraiment pas très bien. Moi, tu connais mon avis sur les trop de suites. Oui, c'est vrai, trop de suite. Surtout après la fin du 5, tu vois pas ce que tu peux faire, il n'y a plus rien, il n'y a plus de magie, il n'est plus censé y avoir de fantastique à la fin. Donc, ouais. Non, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Mais sinon, pour Johnny Depp, s'il intègre officiellement, on va dire, le casting français, le mercato est favorable pour nous, hein, quelque part. Après, à voir s'il va y avoir d'autres opportunités pour lui, s'il va y avoir des gens qui retournent leur veste à Hollywood pour le rappeler, bon, on verra ça. Mais en tout cas, je trouve que ça. Son retour, bon retour, très bon retour. Ok. Jérôme, un petit peu ton avis sur Jeanne du Barry. Sur Jeanne du Barry, écoute, le film, je l'ai pas trouvé très fou en termes de, d'un point de vue narratif, par exemple, tu vois, le narrateur, moi, ça me gonfle. Ah ouais, ça t'a gonflé. Bah, tu vois, non, j'ai bien aimé. Au cinéma, je trouve que c'est de la paresse. Après, comment développer ce que tu voulais raconter via cette narration différemment. Est-ce que ça rend pas le film trop long? Donc je comprends, mais éventuellement, je sais pas, vire cette partie-là, c'est pas grave. Mais au moins, ça largue pas l'auditoire. Ah oui, non, c'est au clair. moins, tu sais du début à la fin où tu vas, où c'est allé, etc. Même jusqu'à la fin, le fait qu'elle se fasse décapiter, en décembre après oui, c'est ça, en décembre. Voilà.
très très bien. Ensuite, en termes de réalisation, il y a rien de fou. C'est un peu sombre quelquefois, mais tu sens que là, il y a un vrai travail de la lumière. Et ça, c'est bien fichu. Je pense que c'est même travailler en lumière naturelle. C'est ça qui rend les choses peut-être un peu plus compliquées ou confuses des fois à distinguer. Mais voilà, bravo. D'ailleurs, a priori, le film est dédié au chef-op. Oui. Je crois qu'il c'est ce que j'ai vu à la décédé, fin. peut-être Qui a dû décéder, j'imagine. Et puis, si, dans le seul truc un peu fou, c'est le moment où on va la chercher en pleine messe parce que Adolphe vient de se faire déglinguer en duel et que on a ce plan de Steadicam qui court devant elle. Oui. Et on suit le truc. Et là, je me suis dit, ah tiens, il y a enfin un peu d'inventivité dans la réal. On a vraiment le sentiment d'urgence, etc., avec les talons qui claquent, etc. Franchement, voilà, bravo pour ce petit morceau-là. Et puis, ouais, Johnny Depp, très très convaincant en Louis XV. Voilà, moi j'étais content de le retrouver avec un tricorne sur la tête et avec du sang bleu plutôt qu'un bipédrome. Non, mais franchement, je suis d'accord avec toi. En vrai, je voudrais juste rajouter sur le fait que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de grande fulgurance en termes de réalisation, voire même, je dirais qu'elle s'adapte à des choses qui sont plutôt faciles, du type en mode Marie-Antoinette qui va te sortir un petit « Ok, maintenant j'en fais ma rivale. Bam, plan suivant, t'es sur Versailles, il y a un éclair au-dessus, tu vois. » T'es en mode « Ouais, on a compris, t'inquiète pas, les heures sombres de Versailles, ok, pas de souci. » Même au tout début où vraiment elle arrive à Versailles, où t'as ce plan où genre elle arrive, c'est le ciel bleu et t'arrives au-dessus de Versailles, putain tout est noir et tu te dis « Ah ouais d'accord, donc là globalement elle rentre dans la cage au loup, etc. » Ok, d'accord, il manque de la subtilité, on va dire, en termes de réel et en termes d'image. Je trouve que les... Ouais, mais déjà, ça essaye de te raconter quelque chose avec l'image. Exactement, ça essaye. Il y a des films français qui font pas ça, donc... c'est vrai. Voilà, faut pas cracher dans la soupe non plus. Quoi. Je crache pas dans la soupe, je te dis juste que voilà, j'ai trouvé que ça manquait de subtilité à tout ça, malgré que ça raconte des choses avec l'image et que c'est une bonne chose de base. Voilà, il faut raconter les choses avec l'image, pas qu'avec ton dialogue. Voilà, ça c'est important. On est au cinéma, c'est pour que les images nous montrent des choses. Mon avis sur le film, franchement, je vous avoue que j'étais un peu réticent à la base de y aller. Ce qui m'a vraiment motivé à y aller, c'est le fameux TikTok que j'ai pu voir où vraiment Johnny Depp il est en larmes sur les 7 minutes de Standing Ovation. Je me suis dit 7 minutes, bon... Pour que Cannes fasse ça, plutôt que ça soit la fameuse polémique en mode oh mon Dieu, ce film est tellement violent, on a dû sortir de la salle. Tu vois, non, mais, tu vois, ça change un peu des polémiques. Là, je me suis dit 7 minutes de Standing Ovation. Je me dis putain, mais quand même, c'est énorme 7 minutes. Moi, je pense que de toute façon, c'était plus pour l'acteur que pour le film. C'était plus pour lui. Et son retour en fait. Non mais c'est une forme déjà de reconnaissance parce que bon il est là, tu vois, il aurait très bien pu aussi, même s'il présente le film, ne pas être là, surtout si avec les rumeurs on a dit que le film s'était très mal placé sur le plateau. De plus, voilà. Le film a été fait, voilà. Le film a été fait. Voilà. Et je pense que moi, les applaudissements, c'était plus pour lui, pour lui et Maïwenn, à mon avis, il y a quand même un travail. Voilà. Bien sûr. Maïwenn, comme tu l'as dit, elle a fait des films qui sont quand même très très durs, qui sont rentrés vraiment. Police, par exemple, en fait partie. Voilà, qui est quand même un film coup de poing, comme on pourrait l'appeler. La réalité. C'est la réalité, c'est un film très réaliste et malheureusement la réalité fait mal et je trouve que c'était bien raconté dans Police. Ouais, voilà. Et donc Maïwenn, voilà. Là aussi, a priori, on est sur la réalité. Moi, je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se passait à la cour, mais franchement, l'aspect panier rempli de vipères, etc., dans lequel tu es. En plus, toi, t'es une courtisane. Alors évidemment, t'es pas là pour. Tu sais, en plus, il y a tout le côté, il faut te cacher, etc. C'est très protocolaire par rapport au fait que ça doit être caché et tout ça. Ok, c'est très très bien. Après, voilà, on nous raconte quand même l'histoire d'une roturière qui a eu un destin absolument hors du commun. Oui. Alors que pendant ce temps-là, t'en as qui sont en train de crever la dalle, à gratter de la poussière pour essayer de bouffer de patates, quoi. On rappelle qu'on est juste avant la Révolution quand même. Hein. Le film il nous emmène pas très loin avant la Révolution. Au moment de la Révolution, le peuple n'a quasiment plus rien. Je veux dire, hein. C'est vraiment les nobles qui
qui sont dans la surabondance et le peuple crève la faim, donc c'était la goutte de trop. Voilà, Louis XVI et Marie-Antoinette se font décapiter parce que le peuple s'est révolté, donc ce qui est normal sur le principe, mais là, malgré ce contexte-là, j'ai quand même eu de l'empathie pour certains nobles, dont Johnny Depp en roi, qui justement même lui se moque, on va dire, de ces protocoles. Il est au courant qu'il est entouré que de vipères, comme tu le dis, c'est très bien dit. Même ses propres filles, à part une, parce qu'il l'aime bien, mais la seule qu'il apprécie, elle se barre. Donc, elle part au couvent. Ouais, voilà. En même temps, c'est une bossue. Tu voulais la vendre à quel pays pour faire une alliance, toi? Non, mais je sais bien, mais c'est la plus jolie idée. C'était triste. C'est la plus jolie. Oui, grave. Elle est bossue. Mais voilà, c'est comme ça. Franchement, malgré ce contexte-là où je me suis dit, bon, quand même, à mon avis, on va avoir un retour de bâton où la révolution va frapper dans le film. En tout cas, on va en entendre parler. J'ai quand même eu de la sympathie et de l'empathie pour les nobles. Voilà, j'étais pas, entre guillemets, dans un truc en mode, c'est que un problème de riches. Oui. Voilà. Ah non, mais les problèmes de riches, il y en a, on en voit, surtout ça. quand on voit les deux filles, là, les vipères par excellence. Eux, il y a zéro empathie pour eux, t'as juste envie de leur cracher à la gueule. D'ailleurs, je pense qu'ils auraient bien mérité la guillotine. Mais ça, c'est mon avis. Ils y sont probablement passés. Oh, je pense, mais largement mérité vis-à-vis de leur comportement, en tout cas, comment c'est raconté. J'ai bien aimé le fait que Maïwenn, dans son traitement, on va dire, pour montrer la différence de la courtisane à la personne noble, plutôt que de montrer c'était une personne qui était pauvre, etc., tu sais, qui n'avait pas les codes, justement, elle a transformé les codes avec de la modernité, comme nous, on va dire, ça nous paraît tellement absurde, le fait de toujours être devant le roi, de reculer, et en fait, finalement, c'est juste du bon sens, tu vois, c'est une forme de modernité, un petit peu comme avait fait Sofia Coppola avec Marie-Antoinette. Ouais, enfin bon, là ils ont pas des baskets aux pieds non plus. Là ils ont pas des baskets, exactement, mais c'est pour te dire, il y a quand même dans le comportement de Maïwenn de la modernité dans tout ce monde, on va dire, qui est très arriéré. Oui. Bah après voilà, et du coup ça c'est une bonne reco, hein. Après être allé voir Jeanne du Barry, vous matez Marie-Antoinette de Sofia Coppola, qui est ça, très bon film sur la d'ailleurs. continuité. Maxime, il a déjà vu Marie-Antoinette Absolument pas. Oh là là. J'ai pas eu le plaisir de la rencontrer. Alors Marie-Antoinette, en plus, c'est Kirsten Dunst qui l'interprète, donc voilà, très bien. Merveilleuse. Et puis Sofia Coppola, vraiment super réalisatrice. Super réalisatrice. En revanche, donc Sofia Coppola, ça marotte quand même. Son thème principal, c'est l'ennui. Et donc, du coup, elle te montre Marie-Antoinette qui se fait chier à la cour. Et elle t'emmène avec elle à t'ennuyer. Mais c'est son but. Donc si tu t'ennuies devant, c'est normal. C'est fait pour. Ok. Tous les films de Sofia Coppola, c'est ça. Même The Bling Ring, tu l'as trouvé ? Bah ouais, The Bling Ring, c'est des gamins un peu favorisés qui s'emmerdent et qui, parce qu'ils s'emmerdent, vont cambrioler chez les stars. Ouais, mais justement, tu vois, c'est encore une autre facette de l'ennui. Mais je trouve que l'ennui qui amène à la connerie, par exemple, tu vois, pour The Bling Ring, mais justement, je trouve que là, tu te fais pas chier du tout devant ce film. Ouais, c'est parce qu'il y a je trouve que Emma Watson, c'est pour ça. Emma Watson qui danse en boîte de nuit, j'en rêve encore, mais bon, voilà quoi. Non, c'est vrai que The Bling Ring déjà aussi, très bon film de Sofia Coppola. Faut tout mater de Coppola, franchement, voilà. Même du papa. C'est son père, Francis Ford. Oui. Donc regardez en fait toute la filmographie des Coppola. Ça sera plus simple. Nicolas Cage aussi. Exactement. Voilà. Tonton. C'est tonton Nicolas Cage. C'est son neveu, voilà, c'est Francis Ford. C'est la famille. C'est la famille, c'est le tonton. C'est la famille. Ok, vous avez des choses à rajouter sur Jeanne du Barry, les amis ? Ouais, moi j'ai été aussi assez surpris de certaines coutumes. Alors est-ce que des fois ça se passait réellement comme ça, ou est-ce que ça a été fantasmé, enjolivé, extrapolé ? Bon, le coup quand il recule vraiment à tâtons, est-ce que ça c'était le cas ? Est-ce qu'il fallait vraiment être... Parce qu'on voit aussi Jeanne, il fallait qu'elle se marie officiellement pour être officiellement une... fallait que ce soit une noble. Là, le fait qu'elle soit une noble, oui, ça c'est vrai. Tu ne peux pas rester à la cour. Ouais, d'accord. Donc voilà, il y a des trucs, il y avait des choses intéressantes. Ça a amené vraiment notre culture de l'époque, qui était ce qu'elle était. C'est peut-être pas plus mal des fois que ça ait changé. Alors, mais après, leur culture de l'époque. Ah oui, parce que notre, en tant que Français. Toi, t'es de la roture, mon gars. Oui, d'accord. Il y avait pas. Nous, on aurait été du moment côté révolution. Oui, voilà. Pas de ce côté-là, je te le dis. Il n'y avait pas tout le village qui venait te réveiller, tu vois.
Je pense que pour des films historiques comme ça, de toute façon, ils sont bien conseillés justement par des historiens. Oui, non, mais ça j'en doute pas du tout. Énormément de choses, que ce soit les costumes, les traditions, les tu vois, ta coutumes. maîtresse, tu la voyais dans la grange et il y avait ton padré qui venait te jarter de la grange à coups de pied au cul pour que t'ailles et puis tes affaires. Voilà. Par exemple, pour le coup de reculer devant le roi, donc certes, c'est peut-être concerté avec des historiens, etc. Mais j'ai l'impression, moi, de l'avoir vu en tant qu'un petit peu moquerie. Ah, bah c'est de la moquerie. Voilà, on va se moquer un peu de l'époque. Peut-être en rajoutant, peut-être que c'était aussi. Voilà. Je pense que ce qui est de la moquerie, c'est le fait de faire des petits pas. Je pense qu'il fallait juste de pas tourner le dos. Pas tourner le dos. Pas tourner le dos au roi, c'est-à-dire que tu peux marcher normalement plutôt que de faire des. Ouais, c'est ça. Tu vois, voilà, c'est plutôt que de faire ça, tu vois. Je pense qu'avec la robe, le jupon et les talons, tu ne peux juste pas faire autrement. Et je pense que c'est pour ça que les femmes, elles font des tout petits pas bêtement. Tu vois. C'est vrai, parce que moi je me mets à la place on va dire, d'une personne de la cour qui aurait eu un pantalon à un homme, quoi. Voilà, quoi. Ce serait pas de bol de se casser la gueule devant le roi quand même. Bah non, parce que justement il dit que dans le film, il est dit que Louis XV est très à cheval sur la grâce, en fait, la grâce des gens, voilà, la révérence, ce genre de choses. Alors qu'on dirait pas, après finalement, on dirait qu'il est plus en mode. Ça c'est disgracieux, les petits pas et tout ça. Oui, totalement. Oui, on nous dit ça, mais j'ai l'impression qu'au final, on nous présente un roi qui limite s'en fout un peu des protocoles. On le sent pas attaché à ça. En fait, on dit ça peut-être pour impressionner les gens, pour qu'ils le soient. Et parce que quand on le voit au réveil du roi, alors ça pareil, je sais pas si c'était une coutume ou si ça se faisait, mais on voit qu'il est qu'il fait ce qu'il a à faire. La levée des rois, la levée du roi, si la levée du roi, ça se faisait. T'avais le débeauté aussi pour quand il allait se coucher, etc. Le premier médecin, s'il vous plaît. Le premier médecin du roi. Le mec qui arrive. Le mec qui arrive, machin. Le doigt dans l'urine. Le doigt dans l'urine. Impeccable, zéro nitrite. Vous sentez l'acidité qui revient? Bon, après, ça c'est bientôt la vérole, ça. Un peu trop, mais parce que vous avez du mal manger. Bon, après, je pense que si t'étais le roi. En revanche, j'ai trouvé ça très intelligent, le coup du miroir sans teint. Je sais pas s'il existait réellement, mais le coup du miroir sans teint et le fait que on lui fasse assister à toute cette cérémonie sans y être et que lui balance des regards complices, etc. Ça te rend toi complice spectateur de ce spectacle que tu trouves complètement ridicule. Et donc ça fait grimper l'empathie que tu vas avoir pour ces deux personnages et leurs relations. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. C'est cette scène-là que je trouve la plus maîtrisée du film. D'accord. De A à Z. Le fait que la levée du roi, où d'un côté on a le protocole royal, et au milieu de tout ça, leur relation entre les deux, c'est-à-dire un noble et une personne, une roturière, vraiment une personne du peuple, qui vont juste s'aimer en fait. Voilà. Malgré que le roi va avoir des hauts et des bas et qu'il va retourner à ses travers avec d'autres maîtresses qu'on voit. D'ailleurs, ça fait beaucoup de mal à Jeanne, mais finalement. Mais l'amour gagne toujours. Oui, c'est un peu ça, on va dire, dans ce film. C'est vrai que la favorite. Alors en tout cas, je sais pas si c'est vraiment vrai. En tout cas, la fin de vie de Louis XV comme ça, où il se dit je t'aime. Oui, ça mais ça doit être hyper romancé. C'est pareil, le fait qu'elle soit favorite, etc., qu'il y ait une grosse romance et tout ça. Peut-être que ça c'est complètement. C'est possible. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir j'ai eu beaucoup de plaisir à trouver cette histoire-là. Il y a des choses de réécrites. A priori, ce qui est reproché en termes de réécriture, c'est le fait que on essaye d'en faire une espèce de femme forte, etc., qui amenait de la nouveauté en étant espiègle et puis en contrariant les codes, etc. C'est pas toujours, c'est pas vraiment, c'est pas complètement le cas, quoi, finalement. C'est vrai. Bref, c'est évidemment que c'est romancé. Il faut que ce soit regardable quand même. Oui, exactement. Bilan de ce Jeanne du Barry. Est-ce que vous le conseillez un petit peu à nos chers auditeurs d'aller au cinéma? Maintenant, on sait que vu le cinéma, c'est quand même très très cher. Il faut choisir vos films. Là, à l'affiche, donc au moment où on enregistre l'émission, Jeanne du Barry vient de sortir. Nous avons Fast and Furious en face. On parlera pas de Fast and Furious. Franchement, je vous dirais quand même d'aller voir Jeanne du Barry. Oui, non, c'est un très bon choix, surtout qu'il n'y a pas grand-chose de fou au Cinoche en ce moment. Oui, c'est vrai. Ça va arriver au mois de juin. C'est un bon choix. Et puis franchement, allez voir. Rien que pour avoir Johnny Depp en français dans un film français, ça vaut le jus parce qu'il montre qu'il est convaincant aussi dans cet exercice-là et que ça fait de lui un vrai acteur international et pas seulement un acteur ricain qui fait du blockbuster, quoi. Voilà. Eh ben écoutez, merci beaucoup pour cet avis, en tout cas sur vos avis sur Jeanne du Barry. On va passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission qui est le box-office, donc sur R, réalisé par Ben Affleck. Générique.
Here I come. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou. Agent spécial d'Oufy. Tu n'es qu'un jouet. R, réalisé par Ben Affleck, tout de suite, extrait audio. Ça y est, je l'ai trouvé. Ah ouais, qui ça? Dieu? On n'a pas les moyens. Je suis prêt à miser ma carrière sur un mec. Je m'appelle Sonny Vaccaro, je travaille chez Nike. Et ça vous prend souvent de débarquer comme ça à l'improviste chez les gens? J'ai du mal à supporter qu'on me dise non. Ça alors, ça commence. Tu m'as demandé ce que je faisais ici, t'as ta réponse. Je trouve des joueurs, et cette fois, je le sens bien. Oui, d'accord, c'est risqué. Mais quand tu vendais des chaussures de sport dans le coffre de ta bagnole, c'était risqué aussi. Ne change pas ce que tu es. Tu veux un rookie? Ouais. Un gars qui a jamais foutu les pieds sur un parquet pro? C'est précisément la définition du mot rookie, ouais. On est parti donc pour parler donc du dernier film réalisé par Ben Affleck. On avait eu le plaisir de le découvrir derrière la caméra pour le film Argo que Jérôme nous a rappelé en off avant l'émission. Maxime, est-ce que tu veux bien nous raconter l'histoire de R? Qu'est-ce que raconte ce film? Alors, qu'est-ce que raconte ce film? Donc, c'est tout simplement l'histoire de la création de la Air Jordan. La première. Avec la première Air Jordan et la collaboration, justement, avec Michael Jordan et Nike. Donc, tout simplement. Voilà. C'est vrai. Y a pas, oui, non mais voilà, l'histoire, elle est là et ils ont juste repris ce passage de l'histoire de Nike et de Michael Jordan. Exactement, justement. Bah, tiens, pendant que tu as la parole, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu ton avis sur ce film, R? Alors, mon avis sur ce film, c'est très coloré, très années 80. On le voit dès le départ. Avec des images de nous aujourd'hui, la pop culture en fait. Donc les jeux des années 80, les films des années 80, on voit à un moment donné, je crois, Axel Foley. Oui, on voit Eddie Murphy. On voit aussi surtout quelques images de basketball, hein, donc des années 80, voilà. Et c'est vrai que voilà, ce film, moi, j'ai trouvé très coloré, un peu peps. Voilà, il y a pas vraiment de barrière, moi je trouve, parce que à un moment donné ils s'insultent, donc on sent bien, voilà, ils ont pas peur de, c'était les années 80 quoi, ils se disaient les choses et voilà, et ils innovaient, ils essayaient d'innover, puisque Nike, on sait qu'à l'époque, bon, ils étaient bien placés, mais pas assez. Alors non, en gros le contexte c'est que Nike est une excellente marque de running. Voilà. C'est uniquement du running. Sur le les gens qui courent, et sur les basketballs, rien du tout, 17% des parts de marché. Voilà. Exactement, 17%. Donc, ça, j'ai bien aimé aussi dans le film. Oui, mise en contexte, quoi. Mise en contexte, le fait que Adidas soit premier à cette époque-là, ensuite Converse, et boum. Et en plus, le pire, c'est que c'est des gros pourcentages. C'est-à-dire que Adidas, c'est à 80 et des bananes, Converse aussi, et genre 17% pour Nike, quoi. C'est un truc de fou. Alors, voilà, Nike, voilà, ça faisait déjà une vingtaine d'années qu'ils existaient là, à l'époque du film. Ça a été créé en 64. Là, on est dans les années 80. L'entreprise fonctionne correctement sur plein d'autres choses. Et en fait, on va suivre donc Sonny Vaccaro, je crois, qui est le directeur marketing et ami du patron de Nike, qui essaye de recruter, de trouver des jeunes talents du basketball, mais en fait, il n'y a pas le petit truc, et lui, dans ce film, il va repérer un jeune joueur, Michael Jordan, qui était tout nouveau à l'époque. 18 ans. Ouais. Voilà, 18 ans, et il va essayer de le faire signer chez qui? Chez Nike. En fait, ils ont une idée autour de Michael Jordan. C'est à la base, ils partent sur 3 joueurs pour $250,000. Et lui, il en veut qu'un. Il en veut qu'un, mais de créer quelque chose d'innovant, c'est-à-dire pas faire qu'une collaboration, c'est de créer quelque chose autour du joueur. Et on sent que l'innovation va encore plus loin, puisque ils ont innové sur le caractère justement de la proposition avec les parents, puisque dans le film, on ne voit à peine, je crois, Michael Jordan. On ne le voit pas, voilà. C'est un but, hein. Oui, tout à fait. Et on voit ses parents. Donc c'est ses parents. On voit que sa mère, elle avait le contrôle de sa carrière finalement au tout départ. Merveilleuse. Voilà. Et donc c'est elle qui va aussi proposer ce contrat. Qui va pousser la chose, et finalement on aura les premiers contrats comme ça de l'histoire en fait, et j'ai trouvé ça intéressant. Pareil pour la couleur rouge de la Air Jordan, qui normalement ils n'ont pas le droit, puisque la chaussure doit être à 50% 51 blanche. Ouais, c'est ça. Et eux ils vont dire,
mais on s'en fiche, puisque on s'en fiche, on va payer les amendes à chaque match, on va payer les amendes, et les gens, ils vont remarquer ça, les chaussures rouges. Bah alors, c'est à la fois le coup de payer les amendes, c'est bien, c'est bien marketingement, mais ça a surtout fait aussi évoluer le sport. Parce qu'au bout d'un moment, ça allait se savoir. Nike paye les amendes de Michael Jordan, $5,000 par match. Qu'est-ce que c'est que ça? Les journalistes allaient s'empresser, ça fait parler. Et boum, c'est de la pub. NBA qui va dire on va peut-être régler un petit peu les machins, et finalement, boum, bah maintenant les joueurs ils ont des chaussures colorées. Et en plus, ça a changé tout ça, voilà quoi. Dit, tiens, ça va être de la com, ça. On va en parler. Qu'on a un seul joueur, on va en parler. Voilà. Et donc c'est vrai que pour le côté histoire, moi je vous avoue que ça m'a bien intéressé parce que je ne connaissais pas tout ce côté-là, cette facette, on va dire, du sport déjà de la NBA, ni même cette facette de Nike, entre guillemets. Quand on est à l'heure actuelle en 2023, on se dit que Nike a toujours été au top. Eh bien non. Et justement, moi c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on sait que ça fait 20 ans qu'ils existaient, mais il y a toujours en fait des innovations à faire. Et 20 ans après, ils ont relancé une innovation, et voilà. Avec un nouveau sport. C'est vrai que maintenant, Nike, quand on est en 2023, ils sont, on va dire, partout, dans tous les sports. C'est-à-dire, on les retrouve en football, en basket, en baseball. On les retrouve absolument partout. Et en running. Et au golf, exactement. Je crois que Tiger Woods. Ils font des équipements de golf complets. Exactement. Tiger Woods était égérie. Les chaussures des coureurs qui ont couru le marathon en moins de 2 heures, c'est des Nike. Voilà, c'est. Ah bah de toute façon, voilà, en running, ils ont toujours été au top. Hein. Par contre, ils le disent. Et encore aujourd'hui, ils le sont. Voilà. Visiblement. Je confirme. C'est eux qui ont les records. Dis donc, il est pas payé par marque, par Nike, celui-là, non? Pas du tout. Non, Adidas, c'est de la merde. Donc voilà, qu'est-ce que tu as dit? Non, donc voilà. Donc t'as bien aimé ou pas ce film? J'ai bien aimé, les acteurs aussi. On retrouve Ben Affleck à la réalisation et devant la caméra, qui joue Phil Knight, le propriétaire, le créateur de Nike. Bien évidemment, son camarade Matt Damon, avec qui il avait joué dans Will Hunting, donc il se retrouve encore ici. Jason Bateman, ouais, exactement. Ouais. Pardon. Jason, que j'apprécie moi en fait dans les films qu'on voit pas beaucoup, mais que j'apprécie. Et voilà. Et non, ça fait. Moi, c'était un peu de fraîcheur, de la couleur, parce qu'on sent que voilà, il a voulu apporter la couleur, parce que c'est les années 80 en fait. C'est de la musique un peu pop, un peu machin, de la couleur, et ça on le voit tout le long du film. Je suis d'accord avec toi. On retrouve aussi un des 2 créateurs de Scary Movie, hein, puisqu'il y a Maylon Wayans qui joue dedans, donc j'étais content de le retrouver d'ailleurs. Voilà, Gary, t'as pu voir R aussi? Oui. Ok, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi j'étais très agréablement surpris. Parce que moi je suis pas fan de basket, encore moins pas fan de Michael Jordan. Alors on va dire il y a 2 plans astrales sur ce film. Il y a le côté sportif où vraiment déjà entre guillemets tu peux te dire est-ce que j'aime le basket et est-ce que ce film va m'intéresser, et est-ce que j'aime les sneakers et est-ce que ce film va m'intéresser. Et donc Gary, toi déjà sur les 2 plans. Voilà, même Nike, je l'ai porté, mais c'est pas ma marque favorite, tu vois. Voilà, exactement. On va dire niveau sneakers, c'est pas un truc qui t'intéresse, voilà, les chaussures de base. Non. Voilà, donc est-ce qu'on peut se dire, est-ce que ce film peut parler à tout le monde? Je pense que oui. Oui, je pense aussi. Que toi, justement, je lance le film, il se lance en VO, je fais, tant pis, c'est parti. Puis je pense que c'est mieux en VO de voir ce film. Je l'ai vu en VF. Je l'ai vu en VF aussi. Okay, très bonne VF. D'accord, en VO, j'ai trouvé très bien aussi en VO. Mais voilà, après, tu vois, ça raconte du coup une histoire que je connaissais pas du tout. Mais au final, j'étais bien dedans. Et du coup, très agréablement surpris par le film, par les acteurs. J'adore Matt Damon, j'adore Ben Affleck. Et même moi qui suis pas fan des chaussures, lorsqu'il la dévoile, tu fais ah ouais, elles sont belles quand même. Ah bah oui. Ah bah non, mais c'est vrai qu'une paire de Jordan 1, vraiment, c'est quand même déjà d'une de base, c'est une belle basket. Franchement, c'est une belle basket. Qu'on aime ou non le basket, franchement, c'est une belle chaussure. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, à l'heure actuelle, en 2023, une paire de Jordan 1, quand ça sort, c'est sold out tout de suite. Hein. N'importe quelle paire. Là, on enregistre le 18 mai. Dans 2 jours sort les Air Jordan qui seront présentés dans le 31 mai de Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc Miles Morales a une nouvelle paire de Air Jordan 1 dans le film. Les paires de Jordan sortent après-demain, donc le 20 mai. Déjà pour les avoir, c'est un tirage au sort. Donc voilà, à l'heure actuelle, vraiment, voilà. C'est pour ça que je trouve que ce film-là, il montre le début d'une industrie
qui comme le dit Ben Affleck, est assez drôle. Il fait, est-ce qu'on n'a pas tué l'industrie en faisant ça ? Bah un petit peu quand même, parce que c'est quand même déjà plus difficile d'accéder à ce genre de pompe que par exemple une paire de Cortez ou un truc comme ça, qui est une paire de Nike classique de leur gamme, quoi. Une paire de Jordan 1 ou une paire de Jordan 4, c'est souvent sur des rafles, on appelle ça. Donc il faut s'inscrire sur le site de Nike. Ensuite, vous recevez un mail. Si vous êtes tiré au sort, il faut payer dans la demi-heure. Sinon, déjà d'une, votre précommande, entre guillemets, ou votre tirage au sort, il est annulé. Donc c'est mort, c'est perdu. C'est perdu, les amis. C'est pour ça que maintenant, il y a des fameux sites comme StockX, comme We The New, des choses comme ça, où les chaussures peuvent monter à des 10 000, 30 000. Par exemple, une paire de Air Mag portée par Marty McFly. Donc, ça monte à 27 000 $, quoi, un truc comme ça, quoi. C'est aberrant parce que voilà, Nike a sorti, bien entendu, 2 versions des Mag. Donc, une en 2011. Donc, qui était avec lacet, et une en 2015 au moment de des 30 ans de Retour vers le futur, autolassante. Et donc là vraiment voilà, celle-là, celle que tu as. Non, moi j'ai la version en fait d'une on va pas dire des dingueries comme ça parce que les gens ils vont. Alors, non, j'ai une version j'ai la deuxième paire autolassante vraiment vraie de Nike dans le coloris des Air Mag. Voilà, mais c'est pas du tout le modèle de voilà, c'est les Nike Adapt. Ah, ça s'appelle, voilà. Et t'as pas de Air Jordan du coup? Alors non, j'ai pas de Air Jordan. Je n'ai jamais eu de paire de Air Jordan. En vrai, et voilà, quel dommage, mais ouais, c'est vrai que moi j'aime bien les pompes, j'aime bien les chaussures, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des Air Force ou des trucs comme ça, des Air Force One, qui est un autre modèle, qui est plus classique à avoir, mais une paire de Jordan, non, c'est mon cousin qu'on a énormément. D'ailleurs, je le salue au passage. Voilà, lui, il a de la chance, il est souvent tiré au sort, je peux vous le dire. Hein. Je crois que j'ai eu des Air Max à l'époque, tu sais, ceux avec le coussin d'air. Les Air Max 90 avec le coussin d'air, ouais, exactement. Ça, j'en ai eu ça, oui. D'ailleurs, il y avait cette fameuse théorie de dire tu perces la truc, ça te fait un bruit et tout ça. Jamais fait de bruit. Rien du tout, c'est rien du tout. Voilà quoi. Alors, je donnerai mon avis plus tard sur le film Air. Ekichi, ton avis un petit peu sur le film de Ben Affleck? Alors moi, c'est pas du tout un film dans lequel je me serais retourné. Hein. C'était par ta recommandation. Donc après, j'ai trouvé vraiment le côté marketing intéressant. Je me suis dit, oh putain, est-ce que ça va être intéressant? Mais finalement, oui, en fait, on nous met en contexte. Nike est un peu à la traîne, etc. Et puis là, voilà. Vers la fin, d'ailleurs, cette phrase, elle est folle. Nike un peu à la traîne. Je veux dire, en 2023, jamais tu peux penser ça de Nike, quoi. Ça et donc au début, voilà, j'étais pas convaincu, mais ouais, je me suis laissé prendre et c'était intéressant finalement. Vraiment, c'était intéressant de savoir comment tout le côté un peu pas politique, mais comment on va essayer d'acheter un joueur, etc. Les parents aussi qui gèrent. Ouais, mais à un moment donné, ils vont chez Converse, je crois. Ça, il va faire partie de. Ouais, mais ça va être le 4e. Nous, on veut qu'il soit le premier, tu vois. Donc tout ce côté un peu vraiment marketeux, communication, etc. C'était. Bon, après ça c'est un peu les parties, je pense, romancées du film, en mode Matt Damon qui va leur décrire exactement ce qui va se passer avec Converse, avec Adidas. Voilà. Avec la Rolex, la machin. Voilà, ça j'étais en mode. Ça c'est peut-être un peu gros. D'ailleurs, c'est potentiellement le truc que je pourrais reprocher au film. C'est qu'en termes de réalisation, là on est sur du classique. On est dans les années 80, donc on met quoi? Des mecs en costume de couleur de fou, avec des pantalons remontés à fond, des bureaux où ils fument tous et ils s'insultent. Mais non, je te parle pas d'Adidas, je te parle du bureau où Nike ils sont là, genre Ben Affleck qui vient au bureau, il est en jogos, des lunettes, mon pote, des Quicksilver, même toi t'as peur. Oui, il a qu'on a vu de sa Porsche aussi. La Porsche, voilà, attention, faut 12 couches pour avoir ce violet là, tu vois. Tu vois. Donc voilà, ils appellent ça raisin. Le mec de 50 ans sur le parking qui fait aussi du skate là. Du skate, voilà, il fait sa crise de quarantaine, voilà. Je trouve que c'est assez simple, mais putain, l'histoire est prenante en fait. L'histoire est prenante. Est-ce que l'histoire est prenante parce que on parle d'une figure du sport emblématique qui est quand même à l'heure actuelle, je pense, déjà le plus grand joueur de basket à l'heure actuelle, ça c'est un fait. Il y a pas de débat ou autre. Tout comme Tom Brady est à l'heure actuelle le plus grand joueur de football américain. C'est un fait aussi. Voilà, Michael Jordan, c'est Michael Jordan. Est-ce que c'est ça qui nous emmène plus facilement dans l'histoire, ou finalement, est-ce que c'est le fait que pour un petit film, on a un gros casting et qu'on est vite pris dedans parce que le sujet... justement, moi je trouve que justement Michael Jordan, comme j'ai dit tout à l'heure, il passe réellement en second plan. Le basket aussi, je trouve, on le voit très peu finalement. Oui, pas du tout. En fait, c'est vraiment plus sur l'histoire du directeur marketing qui va essayer de prendre ce joueur en fait. Moi, c'est vrai que l'histoire, elle tourne vraiment plus autour de ça. Ah oui, carrément. Carrément. Que en fait de basket et Michael Jordan.
C'est vrai. Effectivement, il y a son nom, il y a parce que ça va être sa chaussure, mais. Est-ce que ça aurait été plus vendeur de vraiment faire incarner Michael Jordan par un acteur, etc., et de vraiment le mettre en avant, etc. Il aurait peut-être volé l'affiche au concept, en fait, le fait de créer la création de l'ère. Mais j'avoue que la meilleure idée de ce film, par contre, c'est de ne jamais montrer Michael Jordan. Le fait de le toujours déjà d'une à chaque de dos dans l'ombre, de dos de l'ombre, et puis les seules fois où on le voit, c'est Michael, quoi. Et je pense que ça, c'est une forme de respect de Ben Affleck pour dire, mais en fait, il y a personne qui peut incarner Michael Jordan à part Michael Jordan. Et je veux dire, Michael Jordan, il a été d'ailleurs, c'est là que aussi le film Space Jam 2 avait été pas mal. C'est une des bonnes idées du film. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais le fait que Bugs Bunny va ramener un Michael Jordan, et que finalement, en fait, c'est Michael B. Jordan qui apparaît, qui fait un petit caméo en mode mais c'est pas le bon Michael Jordan, enfin, tu vois bien le truc, quoi. Et je trouve que c'est vraiment bien trouvé, le fait d'être toujours dans ça. Michael Jordan a joué dans Space Jam, bon, pour payer les impôts sûrement à l'époque. Autoriser une petite voilà. Non, je pense que ouais, je pense qu'avec son pourcentage chez Nike, il a pas besoin de ça pour payer ses impôts. Ah bah oui, à la fin ils nous disent c'est ce qui touche par an littéralement, avec rien qu'avec les histoires un petit peu de chacun. Ouais, c'est ça. Par contre, de se dire quand même que la filiale à l'heure actuelle de Jordan rapporte juste 4 milliards à Nike, c'est incroyable de se dire ça. Surtout avec le contexte que je vous expliquais avant, avec ce système de tirage au sort pour les pompes, hein. C'est tout. Les trois quarts des pompes qui sortent en tirage au sort, c'est des Jordan. C'est très rare d'avoir une Jordan en magasin. Ils ont créé tout un pôle, en fait, Jordan. Ah oui, carrément, c'est devenu une marque. Ah oui, c'est devenu une marque. Et que dans les années 90, plus tard, le Fly. Je pense que. Alors, si c'est parce que je pense que quand même il y a une part de vérité dans ce film. Donc, je pense que la maman a eu le bon filon, en fait, de se dire ok, mon fils, je sais qu'il va devenir quelqu'un. Je sais que nous, on peut faire de l'argent avec son nom. Et voilà, et du coup, Nike a accepté, et finalement, impeccable. Ça fonctionne pour tout le monde. Je suis d'accord. Et donc, je trouve que le père, l'acteur qui joue le père, ressemble beaucoup à Michael Jordan, je trouve. J'avais l'impression, au début, même, vaguement, j'ai cru que c'était lui, mais après, non. Mais il ressemble beaucoup, vraiment. Ok. J'ai cru même que c'était. Ouais, et donc, alors, de base, vous aimez bien les biopics ou ce genre de choses? Moi, j'adore les films tirés d'histoires vraies. J'adore. Pareil, ouais. J'adore parce que on sent que là il y a eu vraiment une passion, tu vois. Et tu sais à la fin, il y a les petits écriteaux avec leur tête de dire comment ils ont évolué, comment ça s'est passé pour eux et les chiffres qu'ils ont fait par exemple et moi j'aime bien. Ouais. Ok, donc vu que vous aimez bien, réfléchissez dans votre tête à un biopic. Jérôme va nous donner son avis sur R et après dites-nous pour vous genre le biopic à voir absolument. Jérôme, ton avis sur R? Oui, R, ça aurait été bien au cinéma plutôt que sur un écran de télé. Toujours Jérôme, hein, ce petit pic je suis désolé, aux plateformes. Mais je suis d'accord avec toi. Même si la réal elle est plutôt classique, etc., que ça casse pas trois pattes à un canard, il y a un travail sur l'image au niveau du grain, et etc., pour donner ce côté années 80 qui est intéressant. Voilà, j'aurais aimé voir ça plutôt au cinéma. L'ennui, c'est que est-ce que je serais allé le voir au cinéma? Je pense que non, parce que c'est le genre d'histoire qui m'indiffère complètement. Et là, vu que c'est le genre d'histoire qui te passe un peu au-dessus, là, le fait que c'est moi qui vous ai demandé d'en parler, parce que les chaussures, à l'heure actuelle, ça fait partie de la pop culture de fou. Je me suis dit que c'était intéressant de parler à la fois de cinéma et justement pour une fois, des pompes, des sneakers. Est-ce que là... tu regrettes le fait que je vous ai demandé de le regarder ou pas? Ah non, du tout. Non, pour le coup, c'est bien. En plus, il y a une thématique. On parle de 2 biopics. Donc, c'est très bien qu'on soit sur 2 œuvres autobiographiques en même temps. Enfin, biographiques en même temps. Donc, ça, c'est pas mal. En plus, il y a un peu un parallèle, parce qu'à chaque fois, c'est un outsider qui va se faire sa place au soleil, finalement, que ce soit pour Jeanne du Barry ou pour R. Bref, la thématique est là. Donc ouais, c'est pas un film vers lequel je serais allé, ou tu vois, c'est le genre de film que je vais mater un après-midi alors qu'il pleut. Tu vois, j'ai toujours dans ma liste Netflix, je pense c'est The Founders, où ça parle de comment le mec qui vendait les machines à mid-check a racheté McDonald's. Ah, The Fondateurs. Ah, le fondateur, ouais. Voilà. Oui, c'est ça, The Founders. The Founders, oui, tu l'as dit, en anglais. Donc j'étais pas là, j'y étais pas dessus, mais bref, c'est vrai avec Michael Keaton. Avec Michael Keaton. Magnifique ce film. Donc voilà, enfin bref, ça
pourquoi pas, mais tu vois, c'est pas le genre de biopic qui m'attire. Je vais plus être sur du biopic historique ou ce genre de choses, ça un peu plus éventuellement. Ok. Après voilà, là ce qui m'a frappé dans le film, dans l'histoire en tout cas, c'est le fait que c'était vraiment une autre époque. C'était une époque où on pouvait encore avoir de l'intuition pour faire quelque chose en business. Il n'y avait pas un algorithme ou une flopée d'avocats, etc., qui te disaient bah non, tu fais comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, et ça, c'est la stratégie. Tu avais le droit d'avoir du flair. Et c'est ça qui transpire dans le personnage de Matt Damon, c'est qu'il a une idée en tête, il sait que c'est ça, et même s'il doit foutre la cabane en feu, et bah, c'est ça. Il lui rappelle d'ailleurs au directeur en disant mais regarde, il y a 20 ans, t'as eu ce truc-là, t'as eu le flair, et moi je l'ai là aujourd'hui. Ouais. Et je sais que ça peut marcher. Et ça, c'est des choses que tu peux plus faire. C'est pas je sais que ça peut marcher. C'est je sais que ça va marcher. Il en est sûr, oui. C'est ça la différence. Et d'ailleurs, il le dit à un moment dans le film, il dit je parie ma carrière. Oui. Bah oui. Non, mais le mec en est persuadé. Et il faut qu'il arrive à aller convaincre. Et tu vois, la manière. Enfin, vous disiez que c'était peut-être un peu romancé, etc. Sauf que le type, il est dans le milieu. Il va voir les gamins. Il sait exactement ce qu'on raconte aux gamins. C'est vrai. Tu vois. Et donc, au final, qu'il arrive à dire donc à la mère de Jordan que voilà, ça se passait comme ça et machin et nanan, et que l'autre il va lui sortir le même blabla que d'habitude. Vous savez, sur un parquet il y a que 5 joueurs, il y a très peu de joueurs que je remarque, et vous en faites partie. Il y a forcément une part de vérité, puisque s'il a choisi Nike, c'est pas pour rien en fait. Non mais clairement, tu vois, mais voilà, enfin le blabla des mecs de Converse, et puis le fait que là Dassler il est mort, vive le roi, et du coup la famille elle va se déchirer l'empire, etc. Vous leur demanderez c'est qui est le patron. Bah c'est sûr. Tu vois, franchement le mec en fait est clairvoyant, et en lui disant ça et en allant voir les patrons, les parents directement sans passer par l'autre espèce de rat qui est l'agent là. Il y a David Falk qui est doublé par Thierry Wermuth, qui est une voix dans South Park. D'accord. Ok. Merci pour l'anecdote. Oh non, mais vous n'allez pas me dire que quand il insulte pas Matt Damon au téléphone, ça vous a pas pensé à du South Park si vous l'avez. Enfin non, c'est juste que c'est fleuri quoi, mais voilà, moi ça m'a fait, en tout cas avec la voix de Thierry Wermuth, moi ça m'a fait clairement penser à du South Park où vraiment on pourrait entendre des insultes à rallonge, etc. Vous l'avez vu en VF, non? Ouais, en VF. Du coup c'est la voix du principal PC, c'est ça? C'est la voix de Kyle. De Kyle? Ah ouais, alors non, j'étais pas du tout. Ouais, je crois Thierry Wermuth, je crois que c'est la voix de Kyle. Enfin bref, voilà. Je regarderai vite fait. Thierry Wermuth est la voix de Stan Marsh dans South Park. Voilà, moi ce qui m'a frappé, c'est surtout ça, c'est le fait que voilà, t'avais encore le droit d'avoir de l'intuition, et que c'est ça qui a changé par rapport aux années 80. Et que finalement la vraie nostalgie elle devrait peut-être même plus être orientée là-dessus. Après le côté sneakers de collection, etc., tu vois, on n'était pas encore du tout. Pas du tout. C'était pas là-dessus. Maintenant on fait des sneakers de collection pour tout. T'as une paire de pompes Pokémon, un coup c'est Puma, un coup c'est machin. Je ne dis pas que le film raconte ça. Tous les 6 mois. Moi je vous fais un parallèle en fait à l'heure actuelle. Ouais, en fait, au fait que la pop culture, maintenant t'achètes des pompes pour les foutre sur des étagères. Moi, je trouve ça ridicule. Voilà. Une pompe c'est fait pour être dans un pied, et c'est exactement ce qu'ils disent. C'est quand elles sont portées par quelqu'un qu'elles deviennent quelque chose. Exactement. Oui, mais totalement, je suis d'accord avec toi. Après, je ne dis pas que genre le business des sneakers c'est cool, puisque j'ai quand même dit que globalement, à l'heure actuelle, pour ma part, je trouve que ce système-là tue ce business. Non, mais complètement. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que NFT, ça met une frustration sur beaucoup de choses, alors qu'on parle de chaussures. Je sais qu'on peut faire des collections de tout, c'est super. Que vous soyez passionné de sneakers, franchement, je peux que considérer ou non la chose, parce que la chaussure, je trouve que c'est un bel objet. Par contre, faire ce système-là de la part de Nike, un tirage au sort pour avoir des chaussures, plutôt que de dire, c'est bête à dire, mais elles sortent le 20, vous les retrouvez dans nos magasins Nike, vous allez les acheter, il y en a plus. Là, t'es tiré au sort. T'as même pas le temps de te dire autre chose que tu peux déjà être court-circuité par des bots à l'heure d'internet. Ouais. Et en plus de ça, parce que c'est le cas. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, c'est des pompes qui vont être mis aux enchères sur eBay. Elles vont pas être portées par des gens. Je sais, elles sont achetées par les scalpers. Tout comme l'a été, on va dire, le problème avec Sony et la PS5. Donc voilà, écoutez, moi, pour mon avis sur le film R, tout simplement, j'ai beaucoup aimé.
En plus de ça, gros facteur, je l'ai vu très tard, donc en vrai j'aurais pu m'endormir à n'importe quel moment, mais franchement j'ai été pris par l'histoire. Je me suis dit quand même Matt Damon il porte bien le film à lui tout seul. Il est quand même très bon. Franchement, il n'y a rien à dire sur cet acteur-là. Il n'a plus rien à prouver. Je sais qu'à l'époque où il jouait dans les Ocean et tout ça, il était un peu mis de côté, à la fois dans les films, mais à la fois aussi un petit peu sur Hollywood. Mais je pense qu'après, c'est quand même un très, 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 très grand acteur. Il va faire encore de très bonnes choses. Oui, tu veux dire quelque chose ? Non, mais moi, ça m'a rappelé son rôle un petit peu dans Le Mans 66. Un petit peu. C'est potentiellement un des autres biopics que je voulais parler. C'est le grain de l'image, ça. Ouais, voilà. Non, mais même son rôle, en fait, son rôle de c'est moi qui est là, qui va chercher les gens, qui va voilà. Puis bon, dans Le Mans 66, on a quand même entre guillemets le PDG de Ford qui vient lui dire et qui fait, fais-moi la plus rapide des coups des bagnoles, tu vois, pour gagner Le Mans. Et là, on a exactement cette même phrase en mode, je veux que tu me fasses la plus belle paire de pompes. Tu vois, ce genre de truc, tu vois. Mais oui, c'est clairement le même. Moi, ça type m'a de rôle. rappelé son rôle, mais très bien, très, très. Donc voilà, franchement, R, moi je vous le conseille, c'est disponible sur Amazon Prime. Une sortie cinéma aurait été vraiment sympa chez nous. Je sais qu'aux États-Unis, il est sorti au ciné. Vous avez un biopic en tête ou non pour conseiller aux auditeurs ce soir? Il y en a tellement des biopics en fait sur les gens. Alors moi, ce sera Tu ne tueras point avec Andrew Garfield. Ok. Voilà. Super film. De Mel Gibson. De Mel Gibson, exactement. Voilà, qui raconte l'histoire d'un soldat en fait qui est un objecteur de conscience et qui ne veut pas utiliser d'armes au combat et finalement qui va être amené à aller au combat sans armes. Donc c'est le premier objecteur de conscience à aller au combat sans armes. Et finalement, en fait, il va prouver que il est pas plus mauvais que les autres parce que lui va sauver les gens et il va sauver ses camarades. Voilà, exactement. Très bon film de Mel Gibson. Et Kichi? Alors moi, j'ai pas vraiment de biopic en tête, mais vu comme ça, là, le premier qui me vient, c'est parce que j'ai passé un bon moment dessus, ce serait No Pain No Gain. Super film, hein, No Pain No Gain. C'est aussi un biopic, clairement. Après, les mains dans le barbecue aussi. C'est ça. Mais c'est ça que j'aime bien avec No Pain No Gain, c'est que Michael Bay, il te montre quelque chose qui a vraiment existé, qui est complètement fou déjà de base en termes d'histoire, et que au bout d'un moment, il sait que son spectateur, il va se dire arrête, c'est romancé. Et là, tu as vraiment cet écriteau. Je vous rappelle que cette histoire est une histoire vraie. Oui, puis souvent des images. Tu fais et puis cette fin, pour moi, elle est toujours incroyable, hein, de voir ce jugement Gangster Paradise qui apparaît de Coolio avec les vraies têtes et tout. Franchement, No Pain No Gain, c'est un très bon film. C'est potentiellement, à l'heure actuelle, c'est le Michael Bay que je préfère. Ever. Ah ouais, d'accord. Ouais, clairement. Ouais. J'avais passé un bon moment dessus et puis voilà, je le conseille. Jérôme, t'as un biopic en tête ou pas? Alors un biopic en tête, j'en ai quelques-uns, mais pour le coup, un qui m'a marqué et qui est avec Johnny Depp pour le coup également, et qui est toujours en Barry, c'est l'histoire de James Barry qui est dans Neverland. Alors je connais pas du tout. Neverland, c'est l'histoire de l'auteur de Peter Pan. Alors il y a une grosse partie romancée, et vous avez ce mème avec cet enfant qui pleure sur un... Ah, c'est sur le banc. Sur le banc, voilà, voilà, qui vient de là. Voilà, Neverland, voilà, ça raconte une partie de l'histoire de James Barry, parce que c'était un homme qui est resté très petit, qui a eu un gros traumatisme pendant l'enfance, etc., qui a écrit donc Peter Pan, et donc qui traînait avec les gamins d'une femme mariée, etc. Bref, ça faisait jaser. Bref, l'histoire, elle est autour de ça, qui est une histoire très très touchante. Et donc le même, il vient du moment où sa mère décède justement, et donc le gamin, il est un peu... il est tristouné, quoi. Tristouné, sa mère. Il vient de perdre sa mère, voilà, normal. Mais voilà, super film, qui doit s'éloigner un petit peu de la réalité, etc. Mais bon, comme d'habitude. Mais voilà, Neverland. Avec, ok, écoute, j'ai jamais vu. Winslet et donc Johnny Depp. Et Johnny Depp. Ok, Gary, est-ce que tu as un biopic en tête? J'en ai deux. Oh. Le premier, c'est pas un film, c'est une série. Tchernobyl. Ok. Qui est déjà une série en soi toute seule, qui est très bien. Et ça raconte vraiment comment les scientifiques, certains mineurs, même des politiciens ont tout fait pour éviter du carnage. De Tchernobyl. Le carnage. Tchernobyl, c'est déjà passé, mais éviter que ça s'étende à beaucoup de gens. Et second, Le Loup de Wall Street. Très très bon. Donc, biopic sur... Jordan Belfort, voilà, avec DiCaprio dans le rôle principal, réalisé par Martin Scorsese, donc très 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 bon film, très bon casting. C'est vrai que très
C'est un très bon film, putain, le Loup de Wall Street, ouais. Si je devais citer justement un autre biopic, j'en ai un en tête qui est vraiment bien. Si je me trompe pas, je crois que c'est aussi réalisé par Martin Scorsese, le film Aviator, que j'ai beaucoup aimé, qui raconte une histoire vraie, donc Howard Hughes, si je me trompe pas, c'est l'histoire de Howard Hughes. Et sinon, mon masterclass ever, vous l'avez cité, c'est Le Mans 66, réalisé par James Mangold, voilà, qui revient au cinéma au mois de juin pour Indiana Jones 5, parce que c'est lui qui est à la tête du film. Donc on verra bien un peu ce que ça donne. En tout cas, les projections presse ont été faites. Qui vient d'être présenté en première au Festival de Cannes. C'est aujourd'hui ? C'est présenté au Festival de Cannes. Oh, d'accord, ok. C'est la première mondiale. Je sais qu'il y a eu les présentations presse déjà. Ils l'ont vu. Là, ils viennent d'expliquer que c'est vraiment la présentation mondiale du. C'est la première. Pour du public, voilà. Ok, écoutez, voilà les amis, merci pour ce petit tour des biopics. On va tout de suite passer à la dernière rubrique de l'émission, l'Izakaya de Ekichi, générique. Ekichi, je te laisse la parole pour cette chronique. Alors, comme nous avons parlé du film Jeanne du Barry, qui met en scène entre autres Louis XV, dit le bien-aimé, qui est d'ailleurs le seul roi de France à naître et mourir au château de Versailles. Voilà, petite fact de culture G. Il est couronné à l'âge de 5 ans suite à la mort de son arrière-grand-père Louis XIV. Alors, j'ai pas très bien compris l'ordre de succession, tout ce que je sais, c'est qu'on n'a pas la même vie. Mais là où la France a principalement connu la monarchie dans son histoire, le Japon, lui, car c'est ce qui nous intéresse, a connu son premier empereur en 660 avant Jésus-Christ. Est-ce que vous savez qui c'était ? Sans forcément dire son nom, est-ce que vous savez d'où vient le premier empereur du Japon ? Pas du tout. C'est tout simplement le descendant de la déesse Amaterasu, la déesse du soleil. C'est bon pour vous ? Genre... selon la légende, le premier empereur, c'est le descendant de la déesse du soleil. D'accord, mais il n'y a aucun tracé. C'est fou ce que nous, on a tout démystifié, quoi. Ils sont censés être rois de droit divin, etc. Mais nous, c'est Clovis, un pauvre barbare qui est venu envahir la France. Exactement, c'est vrai. Mais il faut savoir que la famille impériale du Japon, aussi nommée la lignée Yamato, est la plus ancienne dynastie régnante au monde, puisque selon la tradition japonaise, elle remonte donc au fondateur mythique du Japon, l'empereur Jinmu, qui aurait donc régné de moins 660 à moins 585. Mais quoi qu'il en soit, tous les empereurs historiquement reconnus du Japon depuis l'empereur Ojin, qui a occupé le trône à la fin du IIIe siècle, sont issus de cette lignée. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est beau. Ça, tu te dis quand même que c'est la même lignée de la même famille, on va dire, qui est sur des siècles. Si tu reprends la lignée de ceux qui devraient nous gouverner, maintenant tu as un petit-fils, je crois, de Franco, qui ne parle pas un broc de français. Donc au final, moi c'est pour ça que ça me choquait pas d'avoir Johnny Depp, tu vois, qui incarne le roi de France, parce que celui qui pourrait être notre roi de France, si c'était un Bourbon actuellement, il parle pas français. Mais il y en a plusieurs en plus des prétendants. Il y en a plusieurs parce que je crois qu'il y a un mec. Parce que ça dépend si c'est un Bourbon ou un Orléans. Ouais. Voilà, mais le côté Bourbon, donc c'est ceux auxquels on a coupé la tête, pas les restaurés d'après. Voilà, ce serait un petit-fils de Franco. Ok. Louis XX. Oui, c'est ça. C'est vrai en plus. C'est Louis de Bourbon, il s'appelle. Louis de Bourbon. Ok, d'accord. Donc, mais à partir du IIIe siècle, le Japon a connu une très grande ère appelée le Bakufu ou le Shogunat, venant de Shogun. Est-ce que vous savez ce que c'était que le Shogun au Japon ? C'est une boîte de nuit. Ça va au Shogun. Shogun, c'est la différence entre le Shogun et l'empereur. C'est une autorité militaire, le Shogun. C'est ça, le Shogun, c'est un peu le premier ministre militaire en fait. Putain, du Japon. Imagine un japonais, contexte japonais qui arrive en France, Bruce Campagne, boum, il tombe sur Shogun Tonight. Tu fais oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait là? Le gars, il est en transe, il tombe. Il sort en katana, il tue, je pense. Oh my god, Shinderu. C'est beaucoup direct. Donc, comme d'après la tradition japonaise, l'empereur était le descendant de la déesse Amaterasu. Il est le souverain de droit divin dont la légitimité vient de sa lignée. Le titre de shogun, quant à lui, est à l'origine un titre de cour octroyé par l'empereur qui recouvrait donc une fonction militaire. Sa légitimité vient donc de l'empereur, mais le shogun devint plus tard le dirigeant militaire du Japon et l'empereur restait le dirigeant de facette, en quelque sorte, le gardien des traditions. Pendant très longtemps, c'est le shogun qui a gouverné en fait le Japon. Enfin, gouverné. Officieusement, quoi. Ouais, donc du coup, tu gardes la même dynastie, mais le shogunat, il change tout le temps. C'est ça, oui. En fait, l'empereur, il était là un peu comme la reine d'Angleterre. Voilà, je n'osais pas le dire, je sais pas si. Clairement. Comme le roi d'Angleterre. Comme le roi d'Angleterre. Oui, pardon. Exactement, oui.
Vive le roi. Le shogunat prend fin dans les années 1860, durant laquelle le Japon a mis fin à sa politique isolationniste et modernisa le système féodal du shogunat pour donner naissance au gouvernement Meiji. Cette période marqua ainsi la fin de l'époque Edo et précède l'ère Meiji. Le Japon devient donc officiellement un empire, bien qu'il y ait quasiment eu toujours un empereur. Ok. C'est ce qu'on avait parlé en off, toi. Le fameux passage où on arrive donc dans les années 1860. 1860. C'est juste la fin du shogunat et donc la restauration de l'empereur en tête du pays. Il récupère les droits. C'est ça. Mais aujourd'hui, l'empereur a uniquement un rôle symbolique, un peu comme il l'a toujours eu finalement. À l'heure actuelle, là. Okay. Ouais, c'est le Premier ministre. Ça fait un peu comme en Angleterre maintenant. Ok. Donc, vraiment, l'empereur au Japon, il est vraiment là pour. Voilà. Par contre, il est très respecté. Un peu encore une fois comme en Angleterre, c'est la figure, c'est le symbole, mais. Ok, d'accord. Il a aucun droit de dirigeant. Je crois qu'elle avait, ou le roi d'Angleterre a quand même quelques droits quand même. En Angleterre. Hein. Je sais que c'est un régime parlementaire, mais quand même. Ils en ont, mais ils ont tellement peur de leur popularité. Non, ils ont peur après que le pouvoir les renverse, qu'ils disent rien en fait. C'est possible aussi. Non, mais c'est ça. Ils pourraient renverser de nos jours, je pense que le gouvernement entre guillemets dissoudre l'Assemblée, mais ils le feront jamais. Oui, c'est tellement ils ont le pouvoir de le faire, mais je pense que si vraiment il y a un monarque de nos jours qui reprend le pouvoir, c'est. Et puis t'as toujours une chambre des lords. Oui. Tu vois, t'as toujours le sang bleu et le sang rouge dans deux assemblées différentes quand même. En Angleterre, chez les Anglais. Hein. Ouais, donc c'est autre chose, hein, voilà quoi. Et donc je voulais aussi profiter de cette chronique pour vous parler de l'histoire des 47 Ronins. Ça vous dit quelque chose ? Oui. J'imagine que oui quand même. C'est pas un film avec Nicolas Cage ? Non, c'est Keanu Reeves. Alors dernièrement, ouais. L'histoire des 47 Ronins, aussi connue sous le nom des 47 samouraïs, est un épisode de l'histoire classique japonaise. Elle est décrite dans les manuels d'histoire japonais comme une légende nationale. Mais ce n'est pas du tout une légende, c'est un véritable épisode de l'histoire féodale japonaise. Cette histoire a eu droit à une quinzaine d'adaptations cinématographiques depuis 1910, sans compter les séries et téléfilms japonais, dont il y en a une pelletée. Donc le film avec Keanu Reeves sorti en 2013 en est la dernière adaptation en date, bien qu'elle soit revisitée en y rajoutant du fantastique dedans. Oui, c'est vrai que il est allé loin là, Keanu, parce que c'est son film. Hein. Ah, c'est son film, d'accord. Je sais. Non, c'est pas. Lui, il joue dedans, mais il en a fait un. C'est l'homme de Taichi, un truc comme ça. C'est lui qui le réalise, l'homme de Taichi, un truc comme ça. D'accord, j'ai pas vu. Mais c'est vrai que les Japonais ont cette tendance à d'idolâtrer, fantasmer toutes les histoires des épisodes féodaux, surtout les samouraïs, etc. Enfin, je sais pas pourquoi, ils idolâtrent beaucoup, alors que nous un peu moins, j'ai l'impression, tout ce qui est histoire de France. Enfin, on n'enjolive pas énormément. Toi, même dans Jeanne du Barry, on leur a coupé la tête. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Nous, on a un contexte, on s'est révolté. C'est pas faux. Eux, c'est pas trop par rapport aux dirigeants. Je parle vraiment dans l'histoire, les samouraïs, tout ça, même l'histoire féodale, c'est très, très idolâtré, c'est très fantasmé au Japon. Ils sont encore très attachés à leurs origines, finalement. Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est compliqué d'avoir des Air Jordan dans les pieds, tu vois. Tu peux pas. Ah. Oui. Jérôme, il s'est censuré lui-même. Là, je vous avoue, là, à mon avis, il voulait aller beaucoup plus loin pour dire entre guillemets que on est bien lotis là à l'heure actuelle qu'à l'époque, par rapport à l'époque. Je pense, oui. Et donc en parlant des samouraïs, je voulais terminer cette chronique par une petite déclaration envers un film nippo-américain inspiré d'une histoire vraie, bien qu'elle soit revisitée dans le film, qui se passe en 1876. Est-ce que vous avez une idée du film en question ? Je sens que Tom Cruise n'est pas loin. Ah, ce film est donc Le Dernier Samouraï. Le personnage principal joué par Tom Cruise est inspiré à la base de Jules Brunet, un officier français qui a démissionné de l'armée par fidélité au dernier shogun Tokugawa, qui avait passé un traité d'amitié avec Napoléon III. Et je voulais y faire une petite déclaration particulière parce que c'est le seul film de Tom Cruise que j'apprécie, car hélas je n'aime pas beaucoup cet acteur. On a tous nos stars du grand écran favorites pour diverses raisons. Moi, c'est Tom Cruise que je n'arrive pas à voir ni à sentir ni ses films, mais je trouve que c'est le film dans lequel il joue très bien en plus, et c'est un très très bon film. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu Le Dernier Samouraï. Oui. Alors, je l'ai jamais vu, moi. J'ai jamais vu ce film. J'ai juste vu ce moment où il monte sur un canasson, où il descend d'un canasson et il met un coup de latte dans les burnes d'un des figurants qui est sapé en soldat. Ah oui. Et bam. Et ça devait être en descendant du cheval et donc blam. En faux raccord, quoi. Enfin, spoil, à la fin, il meurt. Oui. Ouais, comme d'hab. Avec ses camarades japonais, du coup. Donc, comme quoi, un bon scénario, une bonne réalisation ou tout simplement un très bon film peut nous faire revoir nos jugements sur un acteur. Totalement. Après, Tom Cruise joue bien dans d'autres films. Oui, ça je dis pas. Il y a des bons acteurs que des gens qu'on retrouvera bientôt dans le dernier Mission Impossible. Exactement, qui sort au mois de juillet, bien entendu. C'est le 7e Mission Impossible, et donc Mission Impossible se terminera par deux parties. Il y aura donc 8 films, mais 7 chapitres. D'accord. Voilà. C'est tout le temps comme ça, j'ai l'impression, sur les films. C'est-à-dire, tu regardes les Harry Potter, ils ont fini par 2 parties. Là, tu regardes les Fast and Furious, ils vont faire 2-3 parties. Je sais pas pourquoi ils font ça. Même les séries, c'est une trilogie, le dernier
voilà, acteur. non, mais oui, mais ils étaient par One, partout, voilà quoi. Et même les séries font ça des fois. Des fois, t'as Exactement. Apparemment, le dernier Fast and Furious, les gens auraient ouvert les yeux sur les réseaux. Et se fait un petit peu défoncer. Je suis très content. J'ai vu quelques commentaires également. Parce que ça y est, ça fait plaisir de. Trop, c'est trop. Bah, le trop c'est trop, oui, mais c'est surtout que, franchement, on va pas se le cacher. Depuis le 8 où vraiment Dwayne Johnson décale une torpille à main nue. Je rappelle quand même cet acte, quand même une torpille à main nue sur un lac gelé. Là, pour moi, alors ils envoient une voiture dans l'espace et en plus ils sautent en parachute. Black Adam, ça plutôt. Mais il le fait dans Black Adam aussi. Il aime ça en fait. Même dans ceux d'avant, il y en a un où il a un plâtre, il le pète juste en serrant le poing. C'est Dwayne Johnson ça. Voilà, quand la voiture déjà saute d'immeuble en immeuble. Déjà. Oh, tu trouves parce que encore à l'heure actuelle, encore à Dubaï, ça passe. Ça passe. Parce que, entre guillemets, il y a quand même un effet ils se sont fait chier à dire ils descendent d'étage en étage, ils mettent la gravité, la voiture est ultra légère, ultra rapide. Ça peut passer. Oui. En vrai, ça peut passer. Ils ont abîmé une voiture française et ça, c'est une voiture française, je suis d'accord avec toi, qui est horriblement chère. Oui. Voilà pour ce que c'est. Il y en a un mais par contre, les envoyer dans l'espace. T'envoies Ludacris et Tyrese Gibson dans l'espace, c'est non. C'est non. C'est Ludacris, hein, c'est yip yip poup poup, c'est tout. Ouais, c'était peut-être pour aider les gars de Sharknado à buter des requins avec mais c'est pas possible. Des laser, non ? Ça part loin. Bah, oui, non, mais c'est ça. Dans Sharknado, oui, dans ce genre de truc. Voilà, vous connaissez Sharknado ? Oui. Ils en ont fait 2-3. 4 ? Voilà, 4. Et dans le 4, anecdote, il y a Natou et Kemar dans le 4. D'accord. Il faut vite fait une apparition parce qu'il y a la tornade en fait de requins passe à Paris. Ils arrivent à l'écran, ils font oh mon dieu et ils sont aspirés. Donc voilà, c'est du Sharknado. Après, ça c'est le genre de film que l'on boit autour d'une bière. Le gros problème, c'est que justement, Vin Diesel et avec les Fast and Furious fait passer les Fast and Furious comme des films à la fois familiales mais surtout en mode vous savez, c'est une franchise sérieuse, Fast and Furious, les amis, on est là quand même, alors que finalement c'est des bons gros nanars depuis l'histoire de base c'était juste des potes qui se réunissaient pour faire du tuning et 2-3 courses illégales, ils volaient 2-3 trucs et puis il y avait quand même un système de vol, ils volaient des magnétoscopes avant. Le flic, un ancien flic, machin, il y avait une histoire sympatoche quoi. Mais en fait c'était l'époque aussi, les voitures tuning, tout ça a évolué puisque maintenant le tuning c'est un peu ça parle même plus du tout de voiture en fait. Si parce que ça reste le sujet principal. Bah, quand même, ils utilisent des voitures. En fait, ils montrent les voitures quand même dans tous les films. C'est la famille. Non, mais dans tous les. Oui, mais dans tous les films, ils montrent les films. T'as laissé ma les voitures, pardon. Ouais, mais c'est dans la l'histoire a pris le pas sur le côté esthétique des voitures. Alors l'histoire, oui. Tu prends les deux premiers, vraiment, c'est full. On balance dans vitrine des bagnoles. Après, en fait, moi, j'ai trouvé à partir du, je crois que c'est du 4. Où ça devient un petit peu policier en fait. C'est ça, ouais. Bah déjà Paul Walker dans le 4 est introduit vraiment en tant que flic là, et pas en tant que avec le costume, mec qui s'infiltre. Et d'ailleurs dans le 4 c'est là où Dwayne Johnson rejoint la franchise. C'est le 5. Il apparaît dans le 5 puisque c'est à Rio avec oui exact. Voilà, c'est avec son acolyte Elena qui est jouée par une actrice qui est très connue. Putain, que j'ai oublié le nom. Elsa Pataki. Mais ouais, franchement, Fast and Furious depuis le 8, moi j'y arrive plus, c'est plus possible. Même Objet Show, bien avant. Oh là là. Alors j'ai pas regardé. Je sais pas comment vous avez eu la patience, j'ai laissé. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Oh non, tu vois quand même. Mais tu sais, on parlait des Pirates des Caraïbes, moi c'est pareil. J'ai très sombre, très machin, et du coup bah non. Le 3 c'est une masterclass. Oui, le 3 masterclass, le 4 ça va, le 5 bon. Ouais. Ah non. Il y a très peu de suites comme ça. Bah les Harry Potter bien évidemment. Mais Harry Potter c'est une œuvre, je veux dire. Oui, c'est voilà, une œuvre mais ça je m'en suis pas lassé. Année. Mais Pirates des Caraïbes, bah tu vois, le Matrix 4 je l'ai même pas vu. Enfin au bout d'un moment, voilà, moi je te le dis, quand c'est trop, c'est trop. Ah non mais c'est souvent le cas. On en a parlé, Matrix. Mais business parce qu'ils innovent plus. C'est un long débat. Oui, c'est un long débat. C'est maintenant on fait des suites parce qu'on sait que ça a marché, mais au final tu casses la gueule à la. Et même regarde, on ressort des choses. Alors bon, Mario par exemple, comme on a parlé dans la dernière mission, Mario ça existe depuis voilà. Et en fait voilà, aujourd'hui on se dit bah tiens on a les technologies machin, on peut faire un truc sympa, hop là. Et là, ils le savent, ça fait du business. Et puis masterclass aussi, le film. Oui, après, on peut faire des choses bien, avec des choses qui existent déjà. C'est bien, avec Kichi, il l'a placé. Tu parles d'Harry Potter, le reboot, il est pas loin, je pense. Harry Potter. Il y a une série, je crois, en cours. Il faut qu'ils vont refaire les Harry Potter en série. Oh, non, mais, et une saison, ça sera un livre.
Aïe. Tu vois, mais regarde. Toi, plutôt que de créer une. Le Seigneur des Anneaux en série, là, machin, bon, qui est un peu dans le même monde, c'est pareil, tu vois, c'est trop. Non, mais plutôt que de créer une série originale avec des sorciers, certes, l'inspiration sera là, mais créer quelque chose, tu vois, inventer une histoire, faites une série. C'est pas les inspirations qui devraient manquer avec tout ce qu'on a à s'inspirer, en fait, mais on a du mal. On reboot. On a du mal. Voilà. Après, de temps en temps, il y a quand même des bonnes suites qui pop. Quand même. Oui, c'est vrai. Tu vois, voilà, mais bon, c'est pas tout le temps. Regarde, les Trois Mousquetaires, ça existe, il y a eu des films, là, ils en ont ressorti un, ça marche. Tant mieux. Dune. Dune, voilà, pareil, à mon avis, Dune. Mais toi, pour nous, je pense Harry Potter ou d'autres, c'est trop récent encore. C'est trop récent, voilà. C'est exactement comme les reboots de Spider-Man qu'il y avait eu après ceux de Sam Raimi. C'était trop tôt. Mais après, t'as des. Moi, c'est pour ça que Andrew Garfield, malgré tout le bien que je pense de cet acteur-là, moi, ces Spider-Man-là, il n'existe pas. Non, mais et puis alors, ceux de Tom Holland, n'en parlons pas. Après, je suis là sur les Spider-Man. C'est totalement politique, hein, il faut le savoir. Hein. Ça a été fait uniquement pour garder les droits et c'est tout. Et vu que Marvel, après, là, maintenant, dernièrement, ils ont tout racheté. Donc, à part Sony, mais ils ont fait une sorte de collaboration qui a l'air de fonctionner. On verra, il y a des rumeurs qui disent comme quoi Tom Holland apparaîtrait dans Across the Spider-Verse, donc voilà, il y aurait un petit bout en live action, on va dire dans une des dimensions, mais globalement, c'est un peu bizarre, quoi. Mais bon. Il y a un autre reboot que nous on aime beaucoup, mais c'est Star Trek Khan, La Revanche de Khan. Into Darkness, exactement. Voilà, il y a déjà eu un film avant qui apparemment était très bien. La Revanche de Khan. Et du coup, il y en a plein qui n'ont pas compris de refaire un nouveau vu que l'ancien était très bien en fait. Alors que nous, on adore le nouveau, tu vois. Alors c'est vrai que oui. Alors, attends, il y en a eu un autre depuis ceux du massacreur de Star Wars là. J.J. Abrams. Ouais, non, c'est J.J. Abrams qui fait Into Darkness. Into Darkness, c'est le reboot en fait de La Revanche de Khan du 2. Il y a eu la série Star Trek. Premier film, donc Star Trek The Motion Picture. Ensuite, après, c'est Star Trek 2, La Revanche de Khan. La colère de Khan, The Wrath of Khan. Ouais, ça c'est les trucs ça, c'est les 60-70 avec Hooker qui. C'est ça. Ça, c'est les vieux. Et en gros, Abrams a créé les films de 2009. Ouais, c'est ça, voilà. avec Papy Spock qui donne la solution à chaque fois. Exactement, parce que ça, en fait, c'est une autre lignée temporelle. Dans l'univers de Star Trek, c'est une autre ligne. C'est vrai, oui. Voilà, et en fait, dans l'autre lignée temporelle, il y a un Khan. Le 3 Non, le 2. Le 2 Into Darkness, c'est le reboot de Wrath of Khan. La colère de Khan. Oui, non, mais d'accord, mais sauf que c'est un machin des années 70. C'est un reboot des années 70, donc il n'y a pas de c'est trop tôt. Ah, mais non, là, c'est pas trop tôt, mais nous, on kiffe. C'est ce que je voulais dire, voilà. Là, voilà. Non, il n'y a pas de reboot. Star Trek est pour le moment tranquille. Là, ils font que des séries. Et apparemment, auprès de la commu Star Trek, les nouvelles séries qui pop, donc Strange New World et Discovery, sont très appréciées de la commu Star Trek. Ouais, je sais pas, mais c'est tout ce que j'ai vu de. Enfin, j'ai dû voir Discovery là avec la fille qui est dans Walking Dead. Ah, possible, c'est vrai. Ouais. Et puis, il y a le père de Drago Malfoy aussi dedans. Oh. Oui. Je sais plus, je connais pas le nom de ces acteurs. C'est pas grave. Écoutez les amis, merci beaucoup pour cette émission. Merci Kichi pour la chronique, c'était très intéressant. Voilà sur c'est vrai cette petite parallèle à Jeanne du Barry, franchement très très cool. Les amis, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Late Show et puis d'autres Back to the Review si on a envie de parler d'un sujet comme ça qui pop. Et ça va parler de suite de trop à mon avis. Oh oui, sûrement. Parce que ça fait pam 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 pam. Je vous laisse avec ça. Allez, je vous fais des gros bisous. On se dit au mois prochain et à très vite pour encore plus de cinéma sur l'internet français. Salut à tous. Ciao. Bisous.